monde. Bienvenue à la séance du Conseil de ville de Témiscouata-sur-le-Lac du lundi 6 juin. On commence concrètement à voir vraiment les effets de les réductions de pandémie. Donc, on a une salle complète ouverte. Les conseillers ont pu même se toucher. C'est quand même bon. Merci d'être là. Quelques personnes ici dans la salle, ceux qui sont à la maison sur Facebook Live. Donc, merci d'être là, de vous intéresser aux affaires de votre ville. Donc, ce soir, on a quand même une rencontre avec plusieurs points à l'ordre du jour. Des décisions, en période estivale, entre autres, au niveau des nouveaux employés, quelques dérogations mineures. Donc, une séance, somme toute, assez bien remplie. Donc, on va débuter la rencontre sur proposition dûment appuyé par Rémi et Mayanne, donc le début de notre réunion. Donc, au niveau du procès-verbal de la réunion du 2 mai, donc, a été également proposé, adopté à l'unanimité le PV, le procès-verbal du 2 mai. Donc, on va poursuivre avec notre période d'information. Donc, comme on le fait depuis quelques rencontres, je vais passer la parole à chacun des conseillers pour les différents dossiers qui ont à traiter de façon un peu plus pointue. En commençant cette semaine ce mois-ci par Jean-Marc. Par Jean-Marc. Bonsoir tout le monde. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai assisté à l'Assemblée annuelle de l'organisme Roulemi, qui pour les transports adaptés, fait que l'organisme a quand même fait 7320 déplacements pour 321 clients. Alors, c'est un organisme qui fait ses frais et puis qui est très utile. Pour les 4 scènes, durant l'été, on va avoir les 4 mercredis du parc. Et puis en plus, durant l'été, on va avoir Guy Bélanger en spectacle, hommage à CCR, Damien Robitaille, et puis le théâtre de la Ligue nationale d'improvisation. Et en finale, Marie-Hélène Thibert au beau lieu culturel. Alors, durant l'été, ça va être annoncé. Et puis, on a eu la fête des voisins. C'était un beau succès samedi. Et puis voilà. C'est beau pour moi. Merci. Peut-être juste rajouter, Jean-Marc, au niveau des 4 scènes, on a assisté à une rencontre, moi et Jean-Marc, avec le directeur puis la présidente du conseil d'administration la semaine passée, puis on a été mis au fait d'une particularité qu'on trouvait très intéressante, puis qu'éventuellement, on va ramener à la MRC. Au fond, c'est que les 4 scènes, eux autres organisent déjà des spectacles, évidemment, là, dans les différentes scènes du Témiscouata, mais lorsque des organisations comme, par exemple, les Mercredis du Parc ou des festivals là, comme le Bootlegger ou quoi que ce soit, s'ils vont chercher un partenariat avec les 4 scènes, donc à titre de promoteurs ou pour un support quelconque, eux autres, dans leur cahier de charge puis dans leurs responsabilités, ça augmente leur possibilité d'avoir accès à des subventions. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faudra peut-être au cours des prochains mois, prochaines années, réfléchir. Ça ne coûte rien aux organisations, donc interpellent les 4 scènes, peuvent demander un support en termes de collaboration. Puis dans leur rapport, dans leur reddition de compte, ils vont aller marquer, par exemple, qu'ils ont été fait des collaborations avec X nombre d'événements. Et ça peut être intéressant pour leur subvention. C'est ça, ça rapporte des sous, là, plus ils sont visibles au ministère, plus que ça rapporte des sous et plus de spectacles et plus de grosses vedettes pour nous autres. Alors, ce serait gagnant-gagnant si toutes les municipalités feraient converger leurs demandes par les 4 scènes. C'est bon? Ouais. Mayanne? Donc, bonsoir tout le monde. Un petit suivi au niveau du dossier de l'achalandage qu'on avait discuté là, au niveau du secteur du quai à Cabano. On a eu une rencontre pour voir c'est quoi les solutions qu'on pouvait avoir. À court terme, pour cette année, ça va être principalement de la signalisation. Éventuellement, il viendra probablement d'autres choses, là, peut-être le déplacement du quai de l'Épinoche, mais ce ne sera pas pour cette année. On a des choses là, qui doivent être faites avec le ministère de l'Environnement d'abord.
On veut aussi rappeler aux gens que les stationnements qui sont près des marinas, c'est vraiment pour l'utilisation donc de la journée et non pour de l'entreposage de remorques à long terme. Entre autres, là, le stationnement au secteur de la marina de Notre-Dame, il y a un stationnement qui est vraiment pour les remorques de bateaux, mais juste pour la journée. Le stationnement près du restaurant, c'est vraiment uniquement pour les véhicules. Puis même chose au niveau cabanon, là, vous pouvez mettre la remorque là, pour la journée, mais une fois que la journée est terminée, la remorque doit quitter. Fait que ceux, en fait, là, qui ont un besoin d'entreposage pour les remorques, c'est de s'assurer des entreposer ailleurs que là, pour libérer les stationnements pour que les visiteurs puissent avoir accès. Voilà. Moi, juste rajouter particulièrement au niveau de l'usine d'épuration dans le secteur de Notre-Dame. On sait que par le passé, on a quand même quelques années où on a eu des remorques qui sont stationnées là pour l'été. Donc, l'intervention qu'on fait avec la signalisation, c'est vraiment d'enlever cette possibilité-là. Quand vous débarquez votre bateau à l'eau, votre remorque ne reste pas sur le terrain de la ville pour l'été. Vous l'emmenez dans un autre espace. Donc, on va avoir des vérifications puis il va y avoir une signalisation qui va être faite là, pour essayer d'améliorer les espaces de stationnement sur l'ensemble de notre territoire. Monsieur André? Oui. Bonsoir tout le monde. Alors, comme Jean-Marc a dit tantôt, samedi dernier, c'était la fête des voisins, qui a quand même été un assez grand succès. On en a profité aussi pour commencer une partie du sondage qui va être faite auprès des citoyens pour la nouvelle politique familiale qu'on veut mettre en place pour cet automne. Ça a été un sondage qui a quand même été agréable là, pour tout le monde. Les jeunes ont déjà passé le sondage, répondu au sondage dans les écoles. Ensuite de ça, la nouvelle politique de commandite est en marche. Celle-là aussi devrait être prête pour l'automne. Ils sont en train d'écrire des textes pour ça. Et... c'est une autre politique? Non. Politique familiale, bien, la politique familiale, comme j'ai dit, elle aussi est quand même assez bien partie. Alors, vous devriez recevoir des sondages bientôt, soit par la poste ou autrement. Puis, le programme d'activité pour l'été, devriez recevoir ça aussi cette semaine par la poste. Parfait. Merci, André. Madame Bégin? Moi, un point que je suis très heureuse de vous annoncer qu'on a un concessionnaire pour le restaurant de la Marina. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir bénéficier d'un autre endroit, un endroit de plus. Là. Donc, je vous invite toute la population à profiter d'une infrastructure remarquable et de prendre le temps d'aller se détendre et de prendre du bon temps dans notre territoire près du lac. Donc, vous êtes les bienvenus. La personne retenue, l'entité retenue, c'est l'Intermarché Coop de Notre-Dame-du-Lac qui va opérer le restaurant de la Marina durant l'été. Donc, on pense que effectivement, là, leur projet mérite une belle attention. Ils sont en train d'œuvrer, là, et puis probablement qu'ils vont nous informer de l'ouverture. Là. Donc, ils sont déjà en place à structurer l'accueil du restaurant de la Marina. Merci, Ginette. Monsieur Dumont? Oui, bonsoir tout le monde. Certains citoyens sont venus nous rencontrer concernant des problématiques le long de la bande riveraine. Je tiens à vous informer que la Ville est en lien direct avec la MRC à ce dossier. Nous avons une réglementation et je tiens à dire que la Ville va procéder à certaines vérifications. Si certains propriétaires sont pas en loi, devront agir pour y remédier. Nos bandes riveraines, non. C'est le futur de notre lac qui est en jeu. Je tiens à dire que tous les propriétaires riverains de vérifier avec la Ville la réglementation avant de couper un arbre sur le bord du lac. Merci. Merci, Rémi. Madame Mailloux? Je n'avais pas de sujet particulier à parler ce soir, mais bonsoir tout le monde. Bon.
On souhaite le bonsoir. De mon côté, quelques points d'information aussi. D'abord, la semaine dernière, on a tenu une conférence de presse avec différents promoteurs immobiliers, des gens qui vont construire aussi des logements locatifs, des entreprises aussi qui vont investir chez nous. Donc, on parlait d'un projet d'investissement de tout près de 19 millions de dollars. Donc, je pense que ça a été un très bel exercice qui a été apprécié par l'ensemble des partenaires qui étaient présents. C'était, je dirais, probablement peut-être pas une première dans le modèle comme tel, mais somme toute, je pense que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de présentation-là. Ça a été quand même très apprécié de la part des promoteurs. On a eu une excellente couverture médiatique. Puis, encore une fois, je suis d'avis que quand on a des bonnes nouvelles, faut pas avoir peur de les présenter. Puis, je pense qu'on en retire les bénéfices. On avait une belle couverture médiatique, donc ça a été quand même une très belle activité. Deuxième point que je veux vous mentionner, c'est un petit clin d'œil. Donc, je ne sais pas si les jeunes sont à l'écoute ce soir. Je leur avais dit que je leur ferais un petit coucou. Donc, j'ai été interpellé par une classe au primaire à l'école secondaire Gérard Collin la semaine dernière. Un examen de fin d'année. Le professeur Sylvie a fait une demande d'écrire un texte d'opinion. Donc, a demandé à ses étudiants d'écrire un texte d'opinion sur la notion d'un sujet qui est quand même qui a été discuté aux séances du Conseil, donc pour ou contre les parcs à chiens, le parc à chiens. Donc, on était faire une présentation, il y a quelques lettres qui m'ont été lues. Je trouve ça le fun de la part de Sylvie d'avoir pensé à cette activité-là. Quand on parle des fois de l'implication citoyenne, je pense que ça amène un beau message. On a eu des discussions et on posé des questions, évidemment, sur différentes choses, mais je les ai invités à parler à leurs parents, hein, parce que souvent, quand on est jeune, on a des opinions, mais en bout de ligne, c'est nos parents qui payent les comptes de taxes. Que je ne sais pas s'il y en a dans les jeunes que j'ai rencontrés, mais je les ai invités à discuter avec leurs parents là, des enjeux quand il y a des projets comme ça. Donc, je leur avais dit que je leur fais un petit clin d'œil ce soir. Donc, chose due, chose faite. Avant de passer un petit point sur l'eau potable, les compteurs d'eau, Chantal, je voulais juste revenir sur, vous savez, cette année, on a fait une révision de notre rôle triennal au niveau des évaluations. Donc, on avait fait mention à plusieurs reprises déjà depuis quelques mois sur la possibilité des gens de pouvoir contester leur demande de révision, faire des demandes de révision par rapport à leur rôle d'évaluation. Donc, les gens avaient jusqu'au 30 avril pour procéder de façon officielle. Là. Évidemment, on ne parle pas là, d'avoir des questionnements particuliers, là, mais vraiment de demander des demandes de révision formelles, donc avec un formulaire dûment rempli, puis envoyé là, à notre fournisseur Servitech. Donc, je voulais juste mentionner là, que sur environ nos 3100 propriétaires d'immeubles, donc on a eu 12 demandes de révision, donc 2 qui touchent des multilogements, 3 pour des terrains, 2 pour des entreprises particulières et 5 pour des maisons unifamiliales. Et on avait aussi mentionné lors du processus de rôle d'évaluation que c'était pas des augmentations systématiques, donc il pouvait y avoir des situations où des comptes de taxes, des évaluations diminuaient. Et dans la contestation, on a d'ailleurs un propriétaire qui demande une révision, mais à la hausse, parce que lui, il a une baisse de compte de taxes, fait que j'imagine qu'il cherche à vendre sa propriété, donc évidemment, souhaitait avoir peut-être une évaluation un peu plus haute. Donc, je voulais juste faire mention de ça. Je trouvais ça important de le dire, de dire, bien, quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des procédures, puis je pense que c'était intéressant de le mentionner ce soir. Autre élément, puis je vais céder la parole à Chantal. On avait mentionné au cours des derniers conseils, quand même il y a de cela plusieurs mois, qu'on s'en venait à la Ville suite à des demandes puis des obligations ministérielles provinciales, qu'on s'en venait avec une procédure d'évaluation au niveau de la consommation de l'eau, donc une politique québécoise sur la consommation de l'eau. Donc, on avait fait mention là, que les différents commerces, de façon systématique, auraient des compteurs d'eau dans chacun de leurs commerces. Et pour ce qui était des résidences, il y aurait un échantillonnage qui serait fait là, pour un certain nombre. Là, on parlait d'une soixantaine. Donc, c'est sûr que là, on a certains citoyens qui ont été avisés de la situation, donc que leurs résidences ont été identifiées pour faire, comment je pourrais dire, l'étude de consommation. Fait que Chantal, peut-être donner quelques indications sur la façon que ça s'est fait, puis la suite des choses, s'il vous plaît. Grosso modo, le 12 mai dernier, on a envoyé des avis aux propriétaires de résidences
pour 60 résidences pour avoir un échantillon un peu de la consommation en eau pour ces 60 résidences-là. C'est seulement un échantillonnage qu'on doit faire. Et d'un autre côté, on a également envoyé des avis à 155 commerces ou industries qui sont visés par la stratégie d'économie d'eau potable. Au départ, je dois vous dire que c'est le gouvernement du Québec qui demande à toutes les municipalités du Québec de prendre en main sa consommation d'eau. Quand on parle de prendre en main la consommation d'eau, c'est à différents niveaux. Ça veut dire c'est de réduire les fuites, c'est d'améliorer nos infrastructures en termes de production d'eau et tout ça, et également de diminuer la consommation. À partir du moment où on envoie les avis aux 60 résidences et 155 commerces et industries, il faut comprendre qu'on a besoin de vos données pour être capable d'installer gratuitement des compteurs d'eau dans ces commerces-là ou dans les résidences. Le but de l'équation, c'est qu'il y ait un plombier qui puisse aller chez vous, mettre en place un compteur d'eau pour avoir une donnée d'utilisation d'eau et de consommation d'eau. Okay? Là, on ne parle pas aujourd'hui de taxation d'eau ou quoi que ce soit, on est à échantillonner. Il faut comprendre que dans la province du Québec, nous sommes des grands consommateurs d'eau, que ce soit à Témiscouata-sur-le-Lac ou dans la province au complet. Ce qui fait en sorte que le gouvernement n'a pas le choix de nous donner des indications, des barèmes pour faire en sorte qu'on puisse s'améliorer. C'est ce qu'ils font, c'est une gestion responsable de l'eau potable au Québec. La première stratégie qui a eu lieu en 2011 a fait en sorte que 26 % de diminution de consommation d'eau dans la province du Québec, dans son entièreté, ce qui fait en sorte que c'était un franc succès, d'où le fait qu'on arrive avec une deuxième stratégie déployée par le gouvernement du Québec pour faire en sorte de poursuivre dans l'amélioration au niveau de la diminution de la consommation d'eau. Ce que je veux vous dire, c'est que les personnes qui ont été sélectionnées, c'est seulement un plombier qui va aller vous installer un compteur d'eau une fois. Un coup qui est installé, en 2022, tout fonctionne par radio-antenne. Donc, les compteurs d'eau ont une antenne, on a des antennes partout. Nous, il n'y a pas d'employés qui vont aller se promener dans les rues pour avoir les données. Ça rentre directement à l'informatique, par radio-antenne, directement dans nos données, pour savoir un peu l'ensemble de notre territoire, comment on consomme notre eau. Il faut absolument avoir un bulletin, dans le fond. Présentement, on sait, à Témiscouata-sur-le-Lac, on consomme trop d'eau. D'un autre côté, on n'est pas les seuls. À la grandeur de la province, je vous le dis, c'est le même principe. À partir de ce moment-là, la cueillette de données et tout ça va faire en sorte qu'on va pouvoir comprendre également si on a des fuites dans le réseau. Il y a énormément de fuites qu'on a réglées depuis les dernières années, mais il en reste encore. Fait qu'il faut continuer de travailler sur notre réseau. Puis aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin d'un bulletin beaucoup plus juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe en termes d'approvisionnement en eau à Témiscouata-sur-le-Lac. Dans les notes que j'ai, peut-être vous dire les 3 grands axes de la stratégie qui est imposée par le gouvernement. Il faut comprendre que c'est le gouvernement qui demande aux municipalités d'implanter ce qu'on est en train de faire présentement. La première, c'est de réduire nos fuites. La deuxième, c'est d'améliorer nos infrastructures. Et la troisième, c'est de diminuer la consommation en eau. Fait que je vous dirais, grosso modo, j'avais-tu d'autres infos? Je pense que ça fait pas mal le Tu n'as tour. pas mentionné le choix là, les commerces. Tu as dit que c'était obligatoire. Puis Oui. le choix des résidences, comment ça s'est fait? Oui, au niveau des résidences, on doit le faire de façon aléatoire. La façon de faire est très simple. C'est qu'on vise des rues. C'est sûr qu'on établit les rues parce qu'on veut avoir un bon échantillonnage. Fait qu'on en veut un peu partout sur l'ensemble de notre territoire. À l'intérieur d'une rue donnée, on prend le premier numéro civique, exemple 1, aller jusqu'à 34, et on fait tout simplement mettre ça dans un ordinateur. C'est des petits logiciels qui existent, qui un peu comme la Loto-Québec, où à un moment donné, il sort un numéro. C'est le même principe. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'ensemble des numéros d'une rue donnée, puis on demande au système de nous popper, de nous annoncer qui est le gagnant pour faire en sorte de répondre au sondage, puis par la suite, la mise en place d'un compteur d'eau. Fait que c'est aussi simple que ça, mais il faut absolument emboîter le pas à Témiscouata-sur-le-Lac. Vous savez, au niveau des bâtiments non résidentiels dans la province de Québec, 93 % ont déjà un compteur d'eau. On est en retard. Il faut gérer notre eau potable dans notre ville.
Est-ce que tu as parlé d'un balado là, qui pourrait être diffusé sur notre page Facebook là, qui donne un peu des explications? Est-ce que tu vas pouvoir faire un suivi là-dessus? Oui. Bien, j'inviterais, s'il y a des gens qui ont un intérêt sur la stratégie d'eau potable, c'est d'aller tout simplement sur le site du MAMACH, www.mamach.gouv.qc.ca. Énormément d'informations sur la stratégie d'économie d'eau potable. D'un autre côté, on va essayer de faire des liens sur notre Facebook pour que vous puissiez aller cliquer directement. Puis il y a des beaux balados, il y a de l'information qui est donnée, puis c'est vraiment provincial, puis même, je dirais, c'est à grandeur du Canada qu'on veut diminuer la consommation d'eau potable. Fait qu'on va essayer de créer des liens sur le Facebook dans ce sens-là. MAMACH, c'est MAMACH? Oui, M-A-M-H. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça va? Merci, Chantal. Ça fait plaisir. Donc, tantôt, s'il y avait des questions, on pourra y répondre pour la suite. Là. Donc, on pense avoir fait le tour quand même de ce dossier-là, mais on pourra répondre à des questions tantôt s'il y a quelque chose de supplémentaire comme interrogation. Donc, on revient à notre ordre du jour comme tel. Donc, les rapports déposés au Conseil. On commence avec l'approbation des autorisations du compte des mois. Donc, ce mois-ci, on avait des comptes à payer au montant de 2 895 126,99 et des comptes à payer de 335 746,11. Donc, comme on le fait à chaque mois, on a fait une présentation aux conseillers, les questions ont été répondues. Des choses particulières à souligner, Pascal? Oui, bien, en fait, si vous voyez un assez gros montant de 229 197 au nom d'un ministre des Finances, c'est le 50 de la facture totale qu'on paye à la Sûreté du Québec. C'est le montant annuel. 50 du montant annuel. Il n'y avait pas d'autre chose de particulier. Ça fait le tour, donc, qui a été proposé, secondé, appuyé unanimement, donc, que le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes du mois de mai 2022. Alors, comme on le fait à chaque année, donc, à cette période-ci, dépôt et adoption du rapport financier consolidé de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac et du rapport de l'auditeur indépendant. Donc, attendu qu'en vertu de l'article 105.1 de la Loi de l'équité des villes, le secrétaire trésorière doit déposer un rapport financier consolidé de la Ville ainsi que le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021. Donc, attendu que, selon le même article, un avis public a été publié dans le journal Infodimanche en date du 25 mai. Donc, il a été proposé, adopté et résolu unanimement que la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac approuve le rapport financier consolidé au 31 décembre 2021, tel qu'audité par la firme Mallette, société de comptable professionnelle agréée. Donc, évidemment, aujourd'hui, dans l'ordre du jour, on vous en fait uniquement le dépôt, mais en fin de rencontre tout à l'heure, Marlène va nous faire une présentation un petit peu plus précise, puis s'il y a des questions, on y répondra, bien sûr. Dans la même lignée, rapport du maire, donc à chaque année, même chose. Donc, conformément à l'article 105, le maire doit déposer là, son rapport par rapport à l'année financière se terminant au 31 décembre. Donc, dans ce document-là, vous allez le recevoir par la poste d'ici la fin de la semaine, fort possiblement. Marie-France, on va être envoyé dans les prochains jours, demain ou après-demain. Donc, d'ici la fin de la semaine, vous devriez recevoir le rapport du maire. Et pour compléter, au niveau des différents dépôts de rapports, donc, on a un rapport portant sur l'application du règlement de gestion contractuelle, le numéro 225-18 pour l'année 2021. Donc, conformément à l'article 573.3.1.2 de la Loi sur la Cité des villes, le rapport portant sur l'application du règlement de la gestion contractuelle est déposé lors d'une séance du Conseil. Donc, ce rapport a pour principal objectif de renforcer la transparence du processus de gestion contractuelle de la Ville en renseignant les citoyens sur l'application des mesures prévues à son règlement des gestions contractuelles. D'ailleurs, dans la plupart de nos résolutions, quand on donne des contrats, on fait référence, si je ne me trompe pas, à ce règlement-là. Ouais. Donc, une fois par année, pour vous assurer que le document existe et bien en fonction, on fait le dépôt du rapport. C'est bien ça l'objectif, Mme Poirier? Oui, puis aussi, bien, ça liste tous les contrats en haut de 25 000 qui ont été octroyés par la Ville, puis par quelle forme d'appel d'offres public ou demande de prix sur comment les contrats ont été accordés. Et puis ça, c'est des documents qui sont tous vérifiés par la firme comptable, évidemment, quand on fait le dépôt. Le rapport financier, mais pas le rapport de gestion contractuelle, c'est à l'interne. C'est à l'interne, c'est un document à l'interne. OK, parfait. S'il y a des questions là-dessus, tantôt, on pourrait répondre aussi.
On poursuit avec les projets de résolution. Donc, location d'un terrain, emplacement pour une enseigne, M. André Moreau, propriétaire. Donc, on est en renouvellement. Donc, on parle d'une affiche qui annonce le quartier Cabano quand qu'on revient de Rivière-du-Loup. Donc, juste un peu avant de prendre la première sortie où la station d'essence puis le bureau d'information touristique, il y a un panneau qui annonce le quartier Cabano. Donc, c'est un terrain privé. Donc, on a une entente de 10 ans qui est à renouveler cette année au montant de 1 000 $. Donc, c'est une entente qui est, somme toute, là, régulière avec d'autres personnes qu'on a des affiches sur leur terrain. Donc, puis dans le cas de M. Moreau, il y a aussi un ajout de 200 $ là, pour entretenir la pelouse autour de son affiche. Donc, comme à l'habitude, il a été proposé, secondé et appuyé unanimement que Denis Blais, le maire suppléant, et Chantal Caron donnent suite à cette résolution. Autorisation de signature, convention d'aide financière du ministère des Transports du Québec, programme d'aide à la voirie locale. Donc, à chaque année, avec le ministère des Transports, on a des subventions par rapport à l'entretien de nos routes, particulièrement les rangs. Donc, dans le cas qui nous concerne cette année, pour l'année 2022, la subvention est au montant de 268 066 $. Je tiens à vous dire que vous n'avez pas à vous inquiéter, l'ensemble des sommes est dépassé, et même plus. On se plaît à dire qu'on est subventionné, mais je peux vous dire que ça coûte plus cher que ce qu'on a comme subvention. Donc, parce qu'il y a une vérification qui est faite au niveau du ministère pour s'assurer que les dépenses sont bien faites au bon endroit. Donc, je peux vous garantir que dans le cas de l'utilisation de cette somme d'argent-là, elle est bien dépassée pour les raisons qu'elle est octroyée. Donc, il a été proposé, adopté, secondé unanimement que le conseil municipal de la Ville confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, comme je viens de le mentionner, il n'y aura pas d'aide financière de résilier. On pourrait envoyer peut-être une facturation supplémentaire avec le bilan final. On poursuit avec autorisation de signature, entente, octroi d'une compensation, construction, aire de service aux usagers, l'autoroute 85, centre d'interprétation Claude Béchard. Donc, ça, c'est un dossier qui dure quand même depuis quelques années. Quand il y a eu la construction dans notre secteur, particulièrement le secteur de Notre-Dame, on avait une halte routière sur la 185 qui avait été là, expropriée, j'imagine, là, dans le contexte de la construction de l'autoroute 85. Donc, on avait eu une compensation financière qui nous avait été octroyée de 1 500 000 $. Donc, ici, ce qu'on vient dire, en fait, c'est que il y a un protocole d'autorisation d'entente. Donc, je vous en fais la lecture rapide quand même. Donc, attendu que la construction de l'autoroute 85 a entraîné la disparition de la halte routière située à Témiscouata-sur-le-Lac, dans le quartier Notre-Dame. Attendu que l'impact de la disparition de cette halte routière a été discuté lors des audiences publiques tenues par le Bureau d'audience publique de l'environnement, le BAP. Attendu que dans son rapport produit en février 2017, le BAP a reconnu l'importance de la halte routière dotée d'un panorama remarquable pour la mise et en valeur des attraits touristiques de la région. Attendu que le 13 janvier 2016, le ministre des Transports a transmis à la Ville une lettre précisant les critères d'admissibilité du projet présenté afin d'obtenir la compensation maximale de 1,5 million du ministre. Attendu qu'en juin 2016, la Ville a présenté au ministre un projet d'aire de service comprenant un centre d'interprétation de l'autoroute Claude Béchard tenant lieu d'aménagement municipal. Attendu que ce projet sera réaménagé à même un bâtiment du centre communautaire récréatif situé à la sortie 29 de l'autoroute 85. Attendu que la construction d'une aire de service créera un lieu d'arrêt offrant aux usagers de l'autoroute des commodités de base. Attendu que le ministre des Transports a confirmé dans une lettre du 10 octobre 2017 que le projet présenté par la Ville répondait aux critères d'admissibilité et qu'une compensation maximale de 1,5 million lui était accordée afin de contribuer à la construction de cet aménagement dont la Ville sera propriétaire et assurera l'entretien. Attendu que les modalités sont incluses dans une entente à intervenir entre le ministère des Transports et la Ville de Témiscouata. Donc, en conséquence, il a été proposé, secondé et appuyé unanimement que Denis Blais, le maire, ou en son absence le maire suppléant, Mme Chantal Caron, et en son absence la directrice des Finances, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville la dite entente pour intervenir entre les parties. Donc, c'est un montant qui vient de se confirmer. Quelques séances, je pense 2 séances, ont confirmé le montant final d'assurance. Donc, on vient confirmer là, par une entente formelle écrite avec le ministère du Transport qu'on a bien le 1,5 million de compensation pour notre projet.
Octroi de contrat de pierre concassée MG20 en conformité au règlement de gestion contractuelle. Donc, évidemment, dans la plupart de nos rangs, on fait du rechargement. Donc, on a besoin d'une quantité quand même assez importante de pierre concassée MG20, matériel que la Ville ne dispose pas comme tel. Donc, dans le cas qui nous applique, on a une entente aujourd'hui, un octroi de contrat au montant là, de 64 380 $ qui ont été décernés à la compagnie Les Carrières Dubé et Fils pour l'achat d'environ 4 000 tonnes de pierres concassées MG20 au montant de 11,40 la tonne, taxes et redevances MRC en su. Et également la compagnie Claveau, Concassage et Granulat Limité, pour l'achat d'environ, de leur côté, 2 000 tonnes de pierres concassées MG20 au montant de 9,39 la tonne, taxes et redevances MRC en su. Donc, évidemment, que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata octroie 2 contrats pour un montant total approximatif de 64 380 aux compagnies dont je viens vous faire la présentation. Évidemment, on pourrait avoir la question, on a une compagnie à 9,39, une compagnie à 11,40. Pourquoi on n'a pas signé l'entièreté, Dany, avec la compagnie à 9,39? Chantal? C'est tout simplement une question de proximité et de coût de transport. C'est qu'on tient compte du coût de transport dans le prix établi. Fait que si la carrière est plus loin, le prix va être plus bas, tout dépendant des endroits où on en a besoin. Parfait. Octroi de contrat d'abrasif, donc ça c'est plus pour l'hiver, donc un contrat qui sera octroyé à Joseph Dumont, donc une entreprise de chez nous, en conformité au règlement de la gestion contractuelle. Dans le cas de M. Dumont, on parle que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac octroie un contrat à la compagnie Joseph Dumont 97 Limité pour l'achat d'environ 6 000 tonnes d'abrasifs pour la saison hivernale au montant de 4,25 la tonne, ce qui représente un montant approximatif de 25 500 $, taxes et redevances à la MRC en su, conformément à son offre datée du 9 mai. Donc, il a été proposé, adopté et résolu unanimement qu'on procède à l'octroi de ce contrat-là à M. Joseph Dumont pour un montant de 25 500 $. Donc, comme c'est le cas à chaque fois qu'on embauche du nouveau personnel, on doit vous faire le Conseil doit faire une résolution pour adopter l'embauche de nouveaux personnels. Donc, on va avoir quelques nouvelles recrues à vous présenter aux différents secteurs. Donc, on commence avec Monsieur Sébastien Brochu, qui a été engagé comme employé surnuméraire pour effectuer les fonctions reliées au département de Parcs et Espaces verts, donc et de préposé au camping, et ce à compter du 13 juin 2022. Donc, dans le cas de M. Brochu, très proposé, secondé puis appuyé unanimement pour son embauche. Ensuite, excusez, au ce qui est des nouveaux des emplois étudiants, donc on a différents secteurs. Donc, on a des animateurs jeunesse, des moniteurs de camp de jour, des sauveteurs de plage, et des gens à l'accueil au camping. Donc là, on a une brochette de jeunes recrues qui totalise 35 embauches, donc qui a été proposée, adoptée unanimement par le Conseil. Donc, au niveau de l'animateur jeunesse, c'est Amy Ouellette qui débute le 5 janvier. J'imagine l'animateur jeunesse, contrairement à la moniteur, elle a une certaine responsabilité particulière. Juste une question piège que je te pose. Le but n'étant pas... Je pense qu'elle n'a pas de groupe, cette personne-là. Elle anime, mais elle se promène d'un endroit à l'autre. OK. Elle a un rôle particulier. Comparativement au camp de jour. OK, parfait. Donc, l'animateur elle a un rôle particulier auprès de l'ensemble des groupes, si je comprends. Moniteur du camp de jour, donc, on a Jason Bernier, Laurier Anna Briand, William Paradis, Gabriel Dumont-Michaud, Alicia Beaulieu, Alec Dubé, Élise Dupuis, Amélia Côté, Laurie Martin, Marie-Lou Gauthier, Evelyne Pomerleau, Charlotte Magin, Léa Magin, Vicky Plourde, Ariane Malenfant, Jonathan Caron, Charlie Groslot-Tremblay, Ophélie Morissette, Marie-Élie Lepage, Ève-Marie Ouellette et Amy Bourque. Ça, c'est pour nos moniteurs de camp de jour. Nos sauveteurs cette année seront Léane Bossé, Karen Lavoie, Florence l'Italien, Juliette Saint-Pierre, Myriam Pelletier, Annabelle Saint-Pierre, Médéric Lagacé, Florence Brisson, Josh Lavoie, Laurence Lebrun, Jérémy Lagacé. Et au camping, on aura comme nouvel employé Marion Dumas, Juliane Lajoie, excusez.
Juste une petite précision par rapport aux employés qui a été soulevée là, lors de la séance de préparation. Comme employeur, c'est sûr que la Ville de Témiscouata, à compétence égale, à expérience égale, va toujours choisir des employés qui viennent de chez nous. C'est sûr que je vais vous dire qu'en termes de pénurie de personnel, il y a des gens de d'autres villages, de d'autres villes alentours qui ont été embauchés aussi, parce que présentement, même si je ne me trompe pas, Chantal, on n'est pas en mesure de combler. On aurait pris davantage, si je ne me trompe pas, entre autres au niveau des parquets espaces verts. Donc, c'est certain que les employés, les étudiants qui ont démontré là, des bonnes capacités de Témiscouata-sur-le-Lac ont été embauchés là, dans nos services. Donc, on poursuit avec l'embauche de 12 étudiants au niveau, justement, de parcs et espaces verts. Donc, ça, c'est pour la plupart, je ne voudrais pas être sexiste, je vérifie. La plupart, c'est des garçons. Donc, c'est nos gens qui sont sur les coupes-bordures, nos tondeuses, qui essayent de rendre le milieu le plus propre, le plus accueillant possible. Ce qu'on en sait, c'est qu'on aurait espéré quelques jeunes supplémentaires. Donc, malheureusement, ça se peut qu'à quelques endroits, le gazon soit un peu plus long pendant une certaine période, mais on sait que ces gens-là vont travailler fort. On est toujours tributaire de la température aussi, là, donc j'imagine qu'on va faire de notre mieux pour s'assurer que nos parcs et espaces verts sont le mieux entretenus possible. Donc, nos nouveaux employés, Zachary Bérubé, Thomas Bossé, Jérémy Plourde-Dubuc, Lucas Plourde-Dubuc, Loïc Morneau, Maxime Bélanger, Félix Pinet, Félix Gauthier, Ryan Côté, Tommy Boutot, Raphaël Brochu et Loïc Hudon-Girard. Donc, on souhaite un très bel été à ces étudiants-là. Merci de nous donner de la disponibilité. Le travail étudiant, c'est pas toujours gagné. Je pense que ça mérite qu'on souligne qu'on prenne le temps de les nommer. Ça a le mérite là, d'être vaillant pour l'été, de donner un bon support pour la Ville. Ensuite, on poursuit avec l'affectation de budget Fonds de soutien au projet structurant volet local Centre plein air familial de Cabano. Donc, ça, c'est des enveloppes qu'on a de la MRC, le fonds local, donc qui nous sont octroyées pour chacune des municipalités, un budget de 10 500 $ qui est attribué à chaque année pour que la Ville, après ça, va octroyer à des projets structurants au niveau là, différentes organisations. Avec la pandémie, le budget n'a pas été dépensé, évidemment, les 2 dernières années. Donc, on a un budget présentement disponible de 31 500 $. Donc, dans la demande d'aujourd'hui, c'est le Centre de plein air familial de Cabano qui va procéder dans les prochaines semaines au remplacement et à la réparation de leur système de remonte-pente. Donc, on parle des pommeaux. Donc, le Centre plein air que je félicite, on fait des démarches aussi pour aller chercher des subventions. Donc, oui, on a un support de la Ville de 10 500 $ qu'on vote aujourd'hui, mais quand même, le Conseil d'administration a travaillé fort, là, sont allés chercher des subventions, là, quand même pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, demande le support de l'aide de la Ville pour compléter l'enveloppe finale de ce budget d'amélioration-là au montant de 10 500 $. Donc, ça a été voté, proposé et adopté unanimement que le Conseil municipal de la Ville de Témiscouata endosse la recommandation du Fonds de soutien au projet structurant à l'effet de participer au projet du Centre plein air et familial de Cabano, et ce pour un montant de 10 500 $, à même les budgets locaux du Fonds de soutien au projet structurant. Et comme je le mentionnais en introduction de ce point-là, ça veut dire qu'il nous reste encore 21 000 $ de disponibles. C'est bien ça? Oui. On poursuit. Programme de soutien aux politiques familiales municipales, ministère de la Famille, demande de report d'échéance. Donc, tout à l'heure, dans son petite allocution, André faisait référence à notre politique familiale. Donc, on est présentement en révision de notre politique familiale. La politique familiale, souvent demandée dans des demandes de subventions pour différents projets. Donc, il faut avoir une politique familiale avec des objectifs, des éléments qu'on veut améliorer au niveau de la Ville. Sans cette politique-là, bien évidemment, certaines subventions on n'est pas admissible à certaines subventions. Donc, ça a quand même une importance. Évidemment, la politique, ça ne sert pas juste à avoir des subventions. Ça sert aussi pour cadrer nos interventions, entre autres au niveau des loisirs, au niveau du logement social, au niveau là, de plein de choses. Que ce soit les services aux aînés, les services aux jeunes familles, pour les enfants, services de garde, etc. Donc, on est présentement en révision de cette politique-là. C'est Jean-Marc qui assiste aux rencontres
et André qui sont sur ce dossier-là. Donc, il y a déjà des démarches qui ont été prises, des rencontres avec les étudiants primaires, entre autres. Je pense secondaires, si je ne me trompe pas, aussi ont été rencontrés ou vont l'être. Et vous allez avoir des sondages là, qui vont vous être envoyés là, incessamment. Donc, évidemment, avec présentement tout ce qu'on a comme travail sur la planche, il y a une demande de report d'échéance qui était prévue pour janvier 2022. Donc, la présente résolution demande à ce que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac demande au ministère de la Famille que la subvention liée à la démarche d'élaboration de la politique familiale soit reportée en novembre 2022. Donc, évidemment, ça a été proposé, appuyé unanimement que Denis Blais, maire, ou en son absence, le maire suppléant, Chantal Karen-Caron, soit autorisé par les présentes à signer pour et au nom de la ville tout document nécessaire à donner plein effet à cette résolution. Vente de terrain à Mme Marie Côté et à M. Pierre Thibault. Le lot 6 374 409 sur la rue Joseph-Turcot. Affectation au domaine privé de la ville et droit de passage. Comme c'est souvent le cas dans ces résolutions-là, c'est quand même assez technique. Je pourrais vous la résumer, mais je vais préférer me restreindre là, à une lecture comme telle pour être sûr que tout est bien en bonne et due forme. Donc, attendu que la résolution numéro 20-06-111 adoptée le 1er juin 2020 par laquelle la Ville acceptait de vendre à Mme Marie Côté et à M. Pierre Thibault le lot numéro 6 374 409 aux conditions prévues à cette résolution. Attendu qu'il est nécessaire de confirmer par la présente résolution que, dans le contexte de cette transaction, ce lot ne sera plus affecté à l'utilité publique, ne faisant plus partie du domaine public de la Ville. Attendu, la présente résolution n'a pas pour effet de limiter les engagements de la Ville dans la résolution numéro 20-06-111 adoptée le 1er juin 2020. Attendu que le terrain borne également l'accès de 2 propriétés situées sur les lots 2 615 511, propriété de Mme Gisèle Viel, et du 2 615 513, propriété de M. Rémy Beaulieu et de Mme Suzanne Guimont, et qu'un droit d'accès à ces dernières devra être inclus dans l'acte de notarié. Donc, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement d'affecter au domaine privé de la Ville un immeuble situé en bordure de la rue Joseph-Turcot, connu et désigné comme étant le lot 6 374 409 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Témiscouata, d'une superficie approximative de 458,5 pieds carrés, excluant ainsi ce lot du domaine public de la Ville, et qu'un droit de passage soit également établi afin de permettre l'accès aux propriétés situées sur les lots 2 615 511 de Mme Viel et 2 615 513 de M. Rémy Beaulieu et Suzanne Guimont. Précision là-dessus, Chantal? Je pense qu'au fond, c'est qu'on avait un propriétaire qui avait un terrain, si j'y vais de façon résumée, on avait un terrain qui était divisé et qui n'avait pas accès, là, qui ne se touchait pas avec, au niveau de la rue. C'est que la Ville a cédé une partie du terrain qui appartenait à la Ville pour que la personne puisse construire un garage, si je ne me trompe pas. C'est que les 2 propriétés, les 2 terrains se touchent pour faire en sorte que le propriétaire puisse... Il y a déjà sa résidence principale, faire, dans le fond, un bâtiment secondaire légalement et accepté au niveau de la réglementation. Parfait. Puis là, bien, il cède un droit de passage aux deux propriétaires mentionnés pour pas qu'ils soient pénalisés par cette entente-là. C'est ça, pour qu'il y ait accès à leur résidence également. Parfait. Merci. Demande d'autorisation à la CTPAQ des carrières Dubé et Fils incorporé, le lot 4 763 980 et le lot 2 616 859 et le 4 763 976. Donc, attendu que les carrières Dubé et Fils Inc. s'adresseront à la Commission de protection du territoire agricole, communément appelée à CTPAQ, en vue d'obtenir le renouvellement des décisions numéro 410 248 et 402 348, ainsi que la modification de la superficie à exploiter. Attendu que la demande porte sur l'exploitation d'une carrière située sur les lots dont je vous ai fait la mention tantôt des numéros. Attendu que la gestion Ricarni Incorporée est propriétaire des lots 4 763 980 et 2 616 859 et que la superficie d'exploitation sera de 11,67 hectares. Attendu que la compagnie à numéro 9111
1971, Québec Inc. est propriétaire du lot 4 763 976 et que le chemin d'accès existant est de 1,17 hectares. Attendu que la superficie totale d'exploitation incluant le chemin d'accès sera de 12,84 hectares, attendu que l'aire d'exploitation de la carrière passera de 21,75 à 11,67 hectares, attendu qu'il y a lieu de présenter une demande de renouvellement auprès de la CTPAQ afin de poursuivre les activités sur ces lots et d'obtenir également la modification de l'exploitation, tandis que l'exploitation de la carrière ainsi que le réaménagement du site seront exécutés conformément aux exigences du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, attendu que cette demande respecte les règlements de contrôle intérimaires de la MRC de Témiscouata relativement à la protection des paysages témiscouatains situés aux abords de certains cours d'eau, axes routiers et équipements touristiques. Donc, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac avise la CTPAQ que la demande que s'apprête à déposer la compagnie Carrière Dubé et Fils est conforme aux normes en vigueur et plus particulièrement aux dispositions de l'article 10 des règlements de zonage 06-90 et 167-89 dans la zone EAA 5 où tel usage est autorisé. Toujours des résolutions un peu plus techniques. On poursuit avec une demande de dérogation mineure, la propriété sise aux 50 et aux 52 rue de Lens, donc sur les lots 3 557 762 et 3 557 763 de la compagnie 9418-0338 Québec Inc. de M. Jonathan Michaud. Donc, attendu que la recevabilité de la demande de dérogation mineure de la compagnie, dont je viens de vous nommer le numéro de la propriété de M. Michaud, pour les propriétés sises situées aux 50 et aux 52 rue de Lens à Témiscouata-sur-le-Lac, attendu que cette demande a été déposée le 10 mai 2022 par la compagnie à numéro dont je vous ai fait mention et les lots sur les deux lots que je vous ai mentionnés également, attendu que cette demande vise à permettre les éléments suivants en vertu du règlement de zonage 167-89. Donc, les espaces de stationnement dans les cours latérales et avant, alors qu'il y est stipulé que l'article 5.3.11.3, que les espaces de stationnement sont prohibés dans les cours latérales et avant. Les espaces de stationnement à 0 mètre des lignes latérales pour l'aménagement d'un stationnement en commun situé entre le bâtiment du 50 et du 52 de Lens, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.11.4 qu'ils doivent être situés à 1 mètre des lignes latérales. Pour le 50 rue de Lens, la voie d'accès privée à 1 mètre de la ligne arrière et à 5,69 et 5,70 mètres du bâtiment principal, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.11.5 que la voie d'accès doit être située à 2,5 mètres de la ligne arrière et à 8 mètres du bâtiment principal, soit des dérogations mineures respectives de 1,5 mètres et de 2,31 mètres et de 2,30 mètres. Donc, attendu que le demandeur s'est porté acquéreur des lots 3 557 762 et 3 557 763 pour la construction de 2 habitations multifamiliales. Attendu, ces emplacements sont situés dans la zone RE20, comportant des normes particulières quant aux espaces de stationnement et aux voies d'accès privées. Attendu que, contrairement aux terrains déjà construits dans cette zone, immeubles et condos, ceux faisant l'objet de présentes ont une profondeur ne permettant pas la construction des espaces de stationnement et de voies privées conformément aux normes en vigueur. Attendu qu'il est possible de réaliser l'ensemble des projets pour les immeubles en aménageant des espaces de stationnement dans les cours latérales et avant plutôt qu'en cours arrière, conformément à l'article 5.3.11.3 du règlement de zonage et ainsi de disposer du nombre exact de cases requises par terrain. Attendu que les membres du CCU suggèrent la réalisation d'aménagements paysagers entre la rue de Lens et le stationnement afin d'ajouter un peu de verdure au projet, étant donné que le stationnement sera environ 6,5 mètres de l'emprise de la rue de Lens. Attendu que cette demande ne porte pas atteinte aux droits de propriété des voisins et ne va pas à l'encontre du plan d'urbanisme. Attendu que les frais de cette demande ont été acquittés, donc il a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le conseil de ville Témiscouata-sur-le-Lac entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de dérogation mineure de la compagnie de M. Jonathan Michaud.
Demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 32 rue Dollard-Ménard, le lot 4 764 224 de M. Pierre-Jacques Lagacé. Donc, dans le cas de M. Lagacé, attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Pierre-Jacques Lagacé relativement à la propriété située au 32 rue Dollard-Ménard à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 13 avril 2022 par M. Lagacé et porte le numéro, le lot 4 764 224 au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à permettre les éléments suivants. Donc, l'agrandissement d'un garage existant et de l'annexe de la résidence unifamiliale avec une marge de recul avant située à 26 mètres de l'emprise de la rue Dollard-Ménard pour la résidence et l'empiètement du garage annexé qui sera situé à 20,35 mètres, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.2 qu'un bâtiment secondaire ne peut empiéter en deçà de la ligne de recul avant et que le garage doit respecter les mêmes normes que celles prévues pour le bâtiment, soit une dérogation mineure de 5,65 mètres. Le garage annexé à 0,61 mètres de la marge de recul latérale, alors qu'il est stipulé à l'article 5.1 que la marge de recul minimale requise est de 2 mètres, soit une dérogation mineure de 1,39 mètres. Et finalement, que l'agrandissement du garage, incluant la partie existante, aura une superficie totale de 144,67 mètres carrés, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.3.1 que la superficie maximale autorisée pour un bâtiment secondaire est de 90 mètres carrés, soit une dérogation mineure de 54,67 mètres carrés. Attendu que le demandeur a besoin de cette superficie de garage afin d'entreposer ses véhicules. Attendu que le demandeur, l'empiètement du garage dans la cour avant ne causerait pas de préjudice aux propriétés voisines, étant donné que celui-ci serait plus éloigné de l'emprise de la rue Dollard-Ménard que toutes les résidences de ce secteur. Attendu que le style architectural de l'agrandissement du garage devra s'agencer avec le cachet actuel de la résidence. Attendu que les dérogations mineures similaires ont déjà été accordées. Attendu que les frais ont été acquittés. Donc, la recommandation favorable du CCU d'accepter cette dérogation mineure donc, a été proposée, appuyée et résolue unanimement d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. On poursuit encore avec une dérogation mineure. C'est sûr que c'est en période estivale, il y a beaucoup de travaux qui se réalisent. Donc, la propriété sise au 8 Carré du Mont, le lot 6 426 123, propriété de Mme Marie-André Dumont. Donc, attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de Mme Dumont relativement à la propriété du 8 Carré du Mont. Attendu que cette demande a été déposée le 23 mars 2022 par Mme Dumont et porte sur le lot 6 426 123 au cadastre du Québec. Attendu que cette demande vise à permettre la construction d'un garage annexé à 32 mètres de l'emprise de la rue, alors qu'il est stipulé à l'article 5.3.2 du règlement de zonage 06-90 qu'un bâtiment accessoire doit être localisé dans les cours latérales ou arrière et ne pas empiéter en deçà de la ligne de recul avant de 37,49 mètres de sa résidence familiale, soit une dérogation mineure de 5,49 mètres. Attendu que le plan de construction de la maison unifamiliale et du garage annexé est un modèle standard produit par la compagnie de dessin Drummond et accepté dans la plupart des municipalités. Attendu que même si le bâtiment accessoire empiète en deçà de la ligne de recul avant du bâtiment principal, la marge de recul minimale avant de 6 mètres est respectée, selon l'article 5.1 du même règlement. Attendu que le règlement d'urbanisme de la ville de Témiscouata date de 90 et que ceux-ci ne sont pas actualisés avec les nouveaux plans architecturaux. Attendu des dérogations mineures similaires ont déjà été accordées. Les frais de la demande ont été acquittés par le demandeur et la recommandation favorable du CCU donc a été proposée, appuyée, résolue unanimement d'accepter la demande de dérogation mineure de Mme Marie-André Dumont. Demande de dérogation mineure, propriété sise au 0, chemin de l'Érablière. Le lot 4 765 206, donc pour la ferme Mittler Incorporée. Donc, attendu la recevabilité de la demande de dérogation mineure de M. Michel Leclerc pour et au nom de la ferme Mittler Incorporée relativement à la propriété située au 0 chemin de l'Érablière à Témiscouata-sur-le-Lac. Attendu que cette demande a été déposée le 14 mars 2022 par M. Michel Leclerc pour et au nom de ferme Mittler Incorporée et porte sur le lot 4 765 026 au cadastre du Québec. Donc, attendu que cette demande vise à permettre le lotissement de trois terrains non conformes pour un développement de villégiature de 27 terrains,
situé en bordure de la piste cyclable Le Petit-Témis et du lac Témiscouata. Le terrain numéro 33 a une largeur de façade au chemin de 27,9 mètres. Le numéro 7, une profondeur de 33,6 mètres. Et le numéro 42, une profondeur de 57,99 mètres. Alors qu'il est stipulé à l'article 6.1 du règlement du lotissement 07-90 que la largeur minimale mesurée sur la ligne avant doit avoir un minimum de 50 mètres et une profondeur minimale de 60 mètres, soit des dérogations mineures de 22,1 mètres pour des terrains numéro 33, 26 et 26,4 mètres pour le numéro 7 et de 2,21 mètres pour le numéro 42. Si je comprends bien là-dessus, c'est au niveau du respect de la façade du terrain, mais en termes de superficie totale du terrain, ils respectent là, les enlignements pour avoir un champ d'épuration, etc. C'est bien ça? Oui, ils se qualifient puis ils ont le 4000 mètres carrés nécessaire. C'est ce qu'on dit dans le prochain paragraphe, si je ne me trompe pas. Je viens de le voir. Donc, même si ces terrains ne respectent pas la largeur minimale mesurée sur la ligne avant et ou la profondeur minimale, la superficie minimale requise de 4000 mètres carrés sera quand même, elle, respectée pour chacun des 3 terrains. Donc, malgré les dérogations mineures mentionnées ci haut, les terrains sont conformes tout de même au règlement Q2R22 concernant l'évacuation et les traitements des eaux usées, les résidences isolées, ainsi que le règlement Q2R35.2 visant le prélèvement des eaux et leur protection. Attendu que tout aménagement et ou installation située entre le lac Témiscouata et la piste cyclable Le Petit-Témis devra respecter le règlement de contrôle intérimaire 04-07 de la MRC de Témiscouata concernant la protection des rives, des littoraux et des plaines inondables, ainsi que toute réglementation municipale en vigueur. Donc, déjà des dérogations mineures qui ont été accordées, les frais de cette demande ont été acquittés, la recommandation du Conseil d'urbanisme, donc, il a été proposé, appuyé, résolu unanimement, que l'on accepte, le Conseil accepte la dérogation mineure de M. Michel Leclerc pour et au nom de firme Mittler Incorporée. Donc, ça fait le tour de nos différentes dérogations. Si on va au niveau de la réglementation, première adoption du second projet de règlement numéro 298-22, amenant le règlement de zonage, le règlement de zonage 167-89, création de la zone CB3 au niveau de la rue Monseigneur-Cyr. Donc, proposé, appuyé, résolu unanimement que le Conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le second projet de règlement numéro 298-22, ayant pour but d'amender le règlement de zonage 167-89 afin de créer la zone CB3 à même la zone CA5 visant à réglementer l'entreposage extérieur dans le secteur de la rue Monseigneur-Cyr. Donc, on parle du garage Roger Pelletier qui est en construction, donc d'autoriser l'entreposage au niveau de la cour arrière, en arrière de ces bâtiments. Adoption du règlement numéro 299-22, normes relatives au remboursement des frais de déplacement, donc qui a été proposé, appuyé, résolu unanimement que le Conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement portant le numéro 299-22, ayant pour but de se doter de règles claires et précises quant à l'utilisation de son personnel, particulièrement lorsque celui-ci doit se déplacer pour accomplir sa tâche. Donc, les modalités d'utilisation de ce règlement sont établies afin d'aider le personnel ou l'élu ayant à se déplacer à l'extérieur du territoire de la ville à défrayer la plus grande partie des dépenses encourues et non pas à payer toutes les dépenses. Donc, évidemment, principalement, le coût de l'essence qui est ajusté. On comprendra qu'on avait un règlement qui était à combien, Marlène? À 45 sous. À 45 sous du kilomètre. Puis là, on l'a adopté à? Ça va être variable. On s'est ajusté avec au le ministère. taux de la fonction publique. Ça va varier selon les mêmes taux que le gouvernement. Le taux annoncé par le ministère, je pense que c'est le revenu, je pense. 52,5 cents, je pense, présentement. Parfait. Adoption du règlement numéro 300-22, abrogation des règlements d'emprunt numéro 04-2003 et 12-2005, ancienne ville de Notre-Dame-du-Lac. Donc, on avait fait mention à la dernière séance du Conseil. C'était entre autres des dépenses qui n'avaient pas été engagées au niveau du parc industriel, donc qui a été proposé, appuyé et résolu unanimement que le Conseil municipal de la ville de Témiscouata-sur-le-Lac adopte le règlement portant le numéro 300-22, ayant pour but d'abroger les règlements d'emprunt numéro 04-2003 et 12-2005 de l'ancienne ville de Notre-Dame-du-Lac, étant donné que les objets visés par ces règlements ne furent pas réalisés.
Et là, je vais céder la parole pour le prochain point à Monsieur Brault pour un avis de motion. Avis de motion au règlement numéro 301-22, empierrement Petite-Rivière-Savane et stabilisation de la rive, plage, quartier Cabano, emprunt. Je, André Brault, conseiller, donne avis de motion que lors d'une séance subséquente du Conseil, présenterai un règlement portant le numéro 301-22 ayant pour but de décréter un emprunt afin d'assurer le financement nécessaire à l'empierrement de la Petite-Rivière-Savane ainsi que la stabilisation de la rive de la plage municipale du quartier Cabano. Poursuis avec le dépôt de projet de règlement. Dépôt du projet de règlement numéro 301-22, empierrement Petite-Rivière-Savane et stabilisation de la rive, plage, quartier Cabano, emprunt. Je, André Brault, conseiller, dépose le projet de règlement portant le numéro 301-22, ayant pour but de décréter un emprunt afin d'assurer le financement nécessaire à l'empierrement de la Petite-Rivière-Savane ainsi que la stabilisation de la rive de la plage municipale du quartier Cabano. Alors, merci André. Ça fait le tour des différentes résolutions, dépôt de projet, dépôt de règlement et tout ça. Donc, on serait rendu à Marlène qui va nous faire la présentation du rapport financier au 31 décembre. Et on va poursuivre par la suite avec M. Danny Morin avec les suivis des différents projets, particulièrement l'Arena CCR. Puis, on reviendra par la suite avec la période de questions. Donc, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier pour l'exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2021. Les points dont on va vous parler ce soir, une petite mise en contexte de ce qui est inclus dans le rapport financier. Puis, les points saillants qu'on va vous parler, il y a 4 éléments. Le premier point, c'est 2 sujets, dans le fond, là, les immobilisations puis la valeur foncière imposable. Le deuxième point, on va vous indiquer si le budget a été respecté. Le troisième point, où en est l'endettement de la Ville. Puis le quatrième point, on vous a donné un extrait de certains surplus accumulés puis revenus reportés qu'il y a dans la Ville. Puis ensuite, il va y avoir une courte conclusion. La mise en contexte, c'est que les chiffres qu'on va vous présenter dans les prochaines diapositives portent sur la Ville uniquement. Par contre, dans le rapport financier qui a été audité par la firme Mallette, ça inclut une consolidation. Ça inclut, par exemple, une quote-part dans la régie des déchets. Chaque municipalité a un montant, un pourcentage qui est consolidé dans le rapport financier. Mais ce soir, on voulait vous parler seulement de la partie ville. Ensuite, sur le site Internet de la Ville, on va mettre aussi le sommaire. Vous allez, ceux qui aiment plus les chiffres pointus, vous allez avoir le sommaire du rapport financier de 5 à 10 pages là, qui va être présenté sur le site Internet. Puis c'est la firme Mallette qui a vérifié le rapport financier. C'est un rapport financier qui n'a aucune réserve, donc qui reflète une image fidèle de la situation financière, puis daté du 2 juin, c'est tout frais. Si on y va avec les faits saillants, les premiers points qu'on voulait vous parler, c'est en termes d'investissement en immobilisation. L'année 2021 a été la plus grosse année depuis le regroupement pour les projets de construction ou les achats d'équipements ou de différentes infrastructures. Il y a eu des investissements pour 14,8 millions, dont, entre autres, la réfection de la rue commerciale nord et sud, les infrastructures, les conduites d'aqueduc, égouts, l'asphaltage sur le dessus, pour 7,7 millions. Et une bonne part qui a été subventionnée, au-dessus de la moitié qui a été subventionnée par le gouvernement. Le début de la construction de l'aréna et du centre récréatif pour 6 millions. Ensuite, il y a eu une chargeuse qui a été achetée avec ses équipements pour 279 000. La fin de la réfection de la rue des Bois-Francs avec les conduites d'aqueduc et l'asphalte pour 275 000. Et différents autres petites acquisitions d'immobilisation pour un total de 600 000.
Un deuxième point qu'on voulait vous parler aussi, c'est l'évaluation des immeubles imposables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le coût d'évaluation des maisons, des commerces sur lesquels il y a des comptes de taxes. La Ville, l'évaluation qu'on a imposable est de 478,5 millions au 31 décembre. Ça inclut toutes les constructions, les rénovations qu'il y a eu. C'est une hausse de près de 9 millions. C'est quand même plus haut que les autres années. On a eu une belle hausse à ce moment-là par rapport au budget 2021. Ça ici. Le deuxième point qu'on voulait vous parler, le deuxième sujet, c'est est-ce qu'on a respecté le budget de l'année. Le budget 2021 du 1er janvier au 31 décembre était de 10 938 565. De ce montant-là, il y avait 183 000 qui avaient été utilisés, des vieux surplus, des vieux bas de laine pour fermer le budget qui était disponible. À la fin de l'année, cette année, on a un excédent de fonctionnement. Je vais aller chercher ma petite... Oups. Non, je vais vous le dire, c'est pas de problème. Il y a eu un excédent de fonctionnement de l'année, le surplus de l'année de 456 274 $. Oui, on a respecté le budget, mais il y a un surplus de l'année. De quoi proviennent ce surplus-là? Il y a eu des revenus plus élevés. Je vous ai parlé dans la diapositive précédente qu'il y avait un 9 millions de hausse des valeurs foncières, des constructions, rénovations. On en met toujours une estimation, mais là, ça a été plus haut que ce qu'on avait prévu. Donc, on a 91 000 $ de revenus de taxes de plus qui ont été comptabilisés au livre. L'imposition des droits de mutation aussi, qui a été beaucoup plus élevée. Il y a eu beaucoup de transactions de vente. Il y a 87 000 $ de plus que ce qui avait été budgété. On avait budgété 180 quelques mille, puis on a dépassé de beaucoup, 87 000 de plus. Puis aussi, il y a plein d'autres petits revenus, plus d'inscriptions au camp de jour, plus de revenus de camping ou plus de subventions là, pour un total de 123 000. À ces revenus-là, en plus, il y a des dépenses qui ont été en moins aussi. Il y a des travaux non effectués qui ont été reportés à 2022 avec la pandémie ou des retards dans la réception ou dans les commandes qu'on avait faites. Il y a 73 000 qui ont été reportés à 2022. Puis il y a des dépenses aussi en moins. C'est assez varié. Il n'y a pas de département en tant que tel que c'est très flagrant, qu'il y a eu des hausses ou des baisses. C'est très varié dans les montants. Il y a 81 000 $ de dépenses qui ont soit été faites à coût moindre ou cancellées, ce qui totalise 456 000 de surplus pour l'année 2021. Peut-être rajouter, quand on dit c'est plusieurs éléments qui font en sorte qu'on en arrive à ce résultat-là, mais moi, je veux vous rassurer, quand on vote un budget, ce n'est pas automatiquement une dépense autorisée. C'est-à-dire qu'on va toujours essayer de mieux faire, de planifier nos interventions, parce qu'on sait que ce qui est planifié, normalement, coûte moins cher. Fait que c'est un peu tout ça qu'on met ensemble au niveau de l'équipe, qu'on met en commun pour se planifier, avoir de la rigueur dans nos dépenses. Puis même si on a des bonnes nouvelles dans certains secteurs, ça ne veut pas dire parce qu'il y en a plus dans un secteur, finalement, on va dépenser plus dans l'autre. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je voulais vous rassurer. Si on continue avec le troisième point, il s'agit de l'endettement, les dettes de la Ville. Si vous regardez complètement en haut à droite, au 1er janvier, les dettes qui appartenaient aux citoyens, pas les dettes qu'on emprunte pour le gouvernement qui nous repaye sur plusieurs années, mais vraiment ce qui est à la charge des citoyens, était de 10 618 647 $. Durant l'année 2021, on a fait des remboursements prévus sur le capital de 929 000. On a financé le projet de la réfection de la rue commerciale Nord-Sud. Le montant qui était aux citoyens, c'est 3,9 millions. On a financé également notre contribution à la construction du 35 logements de l'Office d'habitation du Témiscouata. La contribution de la Ville était de 279 000. Ça a été financé aussi, pour un total de 4,2 millions financés, ce qui nous amène au 31 décembre 2021 à la charge des citoyens à un montant de 13,8 millions. Là, c'est un peu, on se demande un peu qu'est-ce que ça veut dire, ça, 13,8 millions, qu'on a essayé de vous faire un tableau vous représentant qu'est-ce que ça représente par rapport à la capacité de payer, par rapport à une résidence moyenne, pour se faire une image plus concrète.
C'est un tableau que vous avez déjà vu, puis qu'on remet parce qu'il faut se garder en tête notre niveau d'endettement, puis comment il va évoluer au fil du temps. Donc, qu'est-ce que ça représente? On a pris le capital, remboursé les intérêts par année, puis par secteur, selon les règlements, comment qui sont créés, qui paye quoi. Ensuite de ça, on l'a ramené sur la résidence moyenne qui actuellement, là, aujourd'hui, est d'une valeur de 173 000 $. Si je prends l'exemple de la ligne verte, au début, vous voyez, en 2011, elle était à 556 $. Je vais essayer. Si ça ne marche pas, je vais arrêter, mais je vais essayer de me mettre comme ça. Ça ne sera pas très long, ça va apparaître à l'écran. Bon, parfait. Vous allez pouvoir voir mes chiffres en même temps que je parle. En 2011, dans le quartier Notre-Dame-du-Lac desservi, on dit desservi, mais c'est desservi en aqueduc et en égout. Quelqu'un qui a les services. En 2011, sur la maison moyenne de 173 000 aujourd'hui, les dettes représentaient 556 $ sur le compte de taxes. Ça a baissé selon les différentes dettes qui sont venues à échéance. Le petit pic qu'on voit ici, en 2021, ça représentait 434 $. En 2022, on monte à 492, c'est à peu près un 50 $. C'est ça aussi pour les autres lignes. C'est le financement de la rue commerciale Nord-Sud de 3,9 millions qu'on a vu tantôt. Fait que ça représente une augmentation de 50 $. Puis l'autre montant qu'on vient ajouter en 2023, on a mis le 2 millions de financement pour le projet de l'aréna et du centre récréatif selon le projet qui avait été présenté. Oui, il y a des commanditaires, tout ça, qui vont venir s'ajouter. Ça ne peut pas dépasser ce montant-là. Puis le pic de l'année 2023 est à 537 $, qui est pratiquement égal avec ce qu'il y avait en 2011. Puis après ça, il y a des dettes qui viennent à échéance. C'est pour ça que ça descend graduellement. On a mis les renouvellements de dettes à 3 présentement, on a eu dans le passé beaucoup plus bas. Présentement, ça sort à 4 mais c'est exceptionnel. On n'a pas de refinancement à court terme. Fait qu'on on a supposé qu'à 3 ça allait bien représenter les renouvellements de nos dettes. Puis pour avoir des petites variations. Sinon, dans les autres catégories, en bleu, la ligne bleue, c'est Cabano desservi. Ça aussi, c'est relativement stable. On pourrait presque mettre une ligne horizontale quand même, là, à part des échéances puis d'autres nouveaux. Puis encore les mêmes petites montées là, en 22-23 commercial Nord-Sud, puis l'Arena CCR. Ça se représente un peu partout parce que c'est payé à l'ensemble. C'est toute la même maison qui le représente. Puis ensuite, il y a les dettes qui viennent à échéance. Ça ici, je vais retourner en mode plein écran pour continuer. Le quatrième point qu'on voulait vous parler, c'est est-ce qu'il y a des surplus? Est-ce que la Ville a des surplus ou des bas de laine pour prévoir des imprévus ou des choses en particulier? Au 1er janvier 2021, la première ligne représente le surplus libre. C'est le surplus qui n'est vraiment pas affecté à rien précisément pour prévoir justement les imprévus. Au 1er janvier, on avait 1,2 million. Tantôt, on a vu 450 000 à peu près de surplus de l'année. On est venu remettre 452 000 dedans. On a réutilisé 273 000 pour le budget 2022. Puis on a utilisé aussi 200 000 pour augmenter le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est une façon de faire que le gouvernement a permis d'utiliser nos surplus au lieu d'emprunter une dette, qu'on utilise nos surplus, puis après ça, on se rembourse nous-mêmes sur 5 ans ou 10 ans. Fait que le surplus libre, sans affectation prévue, n'a pas beaucoup bougé, est à 1 267 000. Ensuite, on a un surplus affecté aussi pour la vidange des bassins de 300 000, qui a des études présentement en cours aussi. On a des revenus de carrière et sablière. Tantôt, on parlait d'achat de MG20, par exemple. Bien, les compagnies remettent des montants au MRC qui nous sont redonnés pour réparer les chemins, principalement pour réparer les chemins qui ont été brisés par le passage des camions lourds. Donc, ces montants-là sont mis dans un revenu reporté. Il y en a 215 000 qui n'ont pas été dépensés au 31 décembre 2021. Pourquoi ça a baissé? C'est que ça a servi à payer la chargeuse qu'on a vue au départ aussi. Ensuite, le fonds de roulement, les nouvelles utilisations, moins les remboursements, on est pratiquement égal à 133 000.
Puis il y a un fonds de développement durable aussi à 77 500 qui existe à la ville. Ce qui nous amène rapidement à la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retenir du budget, du rapport financier 2021? On a respecté le budget, on a même un surplus de 450 000. Le niveau d'endettement était ce qu'on avait prévu aussi. On n'a pas de surprise ou de mauvaise surprise. C'est les projets qui avaient été planifiés en contexte d'investissement majeur aussi. Puis les surplus accumulés sont encore là et prévoyants. Ceci. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter... Juste rajouter quelques éléments, là, particulièrement dans la justification du 455 000. Là, quand on fait un exercice financier, évidemment, il faut mettre des chiffres dans chacune des colonnes en début d'année. Là. Quand le nouveau conseil est arrivé en poste, on a la responsabilité de présenter un budget. Il faut qu'il soit équilibré. On n'a pas le choix, à un moment donné, de prévoir des revenus, que ce soit des frais de mutation ou des augmentations de revenus au niveau des taxes. Mais la dernière année a vraiment été très, très, très bonne pour nous en termes de revenus de taxes supplémentaires, taxes de mutation. On sait que présentement, les maisons se vendent très, très vite. Quelqu'un qui cherche une maison, là, il a tout avantage à déposer une offre rapidement parce que les maisons se vendent très vite. Fait que c'est sûr que le marché immobilier fait en sorte qu'on a des taxes de bienvenue supplémentaires qui sont, même si on en prévoit un montant, donc ça, c'était très intéressant pour nous. Puis aussi, là, évidemment, construction des nouvelles maisons au montant de tout près de 90 000. Donc, notre augmentation de la valeur foncière de 9 millions cette année. La meilleure année qu'on avait faite était à 5 millions, il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Puis après, avant ça, on jouait aux alentours de 1, 2, 3 millions de valeur foncière d'augmentation. Fait qu'on sent vraiment un intérêt pour notre municipalité, pour les gens qui viennent s'installer chez nous. On a d'ailleurs repassé le cap des 5 000 habitants. On était descendu dans le 4 900 quelques. On est à 5 017, si je ne me trompe pas, là, je vais de mémoire, là, au-dessus de 5 000. Là, fait qu'on a repassé le cap des 5 000 habitants. Fait que pour nous, c'est des bonnes nouvelles. C'est sûr qu'au niveau là, on peut le voir, on n'est pas non plus... on n'est pas nécessairement dans les problèmes si on arrive des imprévus. On a quand même des fonds non affectés de près d'1 300 000 donc qui peuvent nous permettre là, de pallier à une certaine situation d'urgence. Donc, je pense dans l'ensemble du conseil, on est très heureux de ce bilan-là. C'est sûr que... On le mentionnait, quand on a fermé le budget, on a toujours des décisions à prendre. Comme l'an passé, il y avait 183 000 qui avaient été pris là, justement dans le budget non affecté pour fermer l'année. C'est sûr que cette année, avec un budget non affecté, bien, on peut jouer avec ça là, quand vient le temps de fermer un budget. Puis ce que je remarque aussi dans le projet, c'est que, pas dans le projet, mais dans le rapport financier, c'est que quand même, ce qui était prévu a été fait. Là, quand on parle de projets qui n'ont pas été faits à la hauteur de 70 000 là, dans ces coins-là, 80 000, c'est pas des projets majeurs qu'on s'est engagé à faire, mais on réalise qu'est-ce qu'il y avait à faire. Fait que c'est peut-être le commentaire que je voudrais rajouter là-dessus. Donc, je passerai la parole pour M. Dany, suivi des projets, puis après ça, on finalisera avec la période des questions. Parfait. Je vais passer le thermomètre après, j'ai parlé, Marlène. OK. Je pense pas tout ça. Bonsoir tout le monde. En fin de compte, pour les 2 projets Arena CCR, je vais débuter par le centre récréatif. Donc, ce mois-ci, mois de juin, l'installation des jeux d'eau et jeux récréatifs vont débuter et vont se finaliser également. Tous les murs qui sont en céramique dans le centre récréatif sont débutés. Les toilettes également publiques. Il y a de la céramique sur les murs, c'est débuté également. L'équipement de cuisine entre à la fin juin pour l'installation. Il y a également le début des cours planchers qui débutent à la mi-juin. Vous allez voir des photos tantôt aussi. Et le pavé autour du centre récréatif est débuté également depuis la semaine passée. Pour un petit mot qui n'est pas le ressort de l'entrepreneur, mais l'installation de l'œuvre d'art se fait aux alentours du 20 juin prochain pour permettre de finir le pavé autour de l'œuvre d'art. Concernant l'aréna, la peinture de la structure de l'enceinte ou la patinoire est débutée. Les couvre-planchers, vestiaires, hockey débutent cette semaine. Il y a également la pose des bancs et baies vitrées qui vont débuter vers la fin juin.
Les tests de réfrigération sont toujours prévus pour le 22 juin. Les équipements de cuisine également de ce secteur-là à la fin juin. Et encore une fois, la fameuse œuvre d'art, c'est le 15 juillet qu'elle va être installée pour la partie Arena. Concernant un peu le calendrier des travaux, le mois de juillet arrive très vite et va très vite pour un entrepreneur parce qu'il y a les fameuses vacances de construction cette année qui est le 22 juillet. Donc, pour être en mesure de livrer le bâtiment, l'entrepreneur a plusieurs conditions à respecter qui est déjà établi dans les conditions générales, donc dans les documents contractuels. En gros, il y a plusieurs rapports d'essai qui doivent être faits et donnés. Les manuels d'entretien, les garanties, il y a beaucoup de documentation qui doit être mise. Il y a la formation également des employés, toute formation. Et surtout, un certificat d'alarme incendie des bâtiments. On ne peut pas prendre non plus un bâtiment qui n'a pas sa certification d'alarme incendie. Également, le gros, c'est faire le ménage au complet des deux installations. Vous comprenez qu'il doit faire le ménage au complet pour qu'on fasse vraiment la visite des lieux. En fin de compte, c'est l'inspection qu'on appelle pour la liste des corrections, en gros les déficiences qu'il y a à faire. Fait que d'ici le 22 juillet, il y a beaucoup de documentation et de conditions à faire. On croit qu'il va arriver aux alentours de ça ou à août, donc plus au mois d'août, les deux installations. Fait que c'est pour ça que juillet, en tout cas, on souhaite qu'il va avoir fini, mais on va voir ce qu'il y en est, mais août arrive aussi au début août pour la livraison. Pour les tableaux, en fin de compte, pour le fameux thermomètre, nous sommes rendus à presque entre 73 et 77 % concernant l'entrepreneur et le projet. On est rendu à 15 773 sur le 21,5 millions. Du côté de l'entrepreneur, c'est à peu près, présentement, il doit rester pas tout à fait 4 millions sur le projet. On est encore dans le vert parce qu'on contrôle encore concernant tout quand on dit les modifications contractuelles. On est encore là-dedans. Fait que ça va bien de ce côté-là. Par la suite, on a des photos, des légères photos concernant l'aréna. L'entrée principale, il reste le revêtement métallique à mettre dehors, mais l'entrée en aluminium est faite. On rentre là. Quand je vous parlais tantôt de l'enceinte et qu'on a commencé à peinturer, ce qu'on voit, la structure à côté, c'est les travaux de peinture de vraiment la structure. Tout ce qui est apparent est peinturé en blanc. Par la suite, on doit voir une des chambres des joueurs à gauche. Chambre des joueurs, on voit la préparation du plancher. Donc, qui est en train de faire la préparation de plancher pour installer le fameux revêtement de sol en caoutchouc pour les patins. Ce que vous voyez en noir, c'est les équerres pour recevoir le banc. Et en haut, c'est vraiment les crochets pour les manteaux. Du côté de droite, la salle multifonctionnelle, ce que vous voyez, les bancs et les tablettes sont installés, mais c'est la partie rétractable. Étant donné que c'est une salle multifonctionnelle, donc les bancs se rabattent au mur, sont déjà installés. Côté centre récréatif, ce qu'on voit, c'est la vue de la grande salle vers la 85, donc vers le lac. Ce qu'on peut voir directement dehors et à l'étage où il y a la piste de course, les vitres qui sont là, plus les vitres extérieures. À droite, c'est le deuxième étage. Ce qu'on voit, c'est vraiment l'accès où ça va être la piste de course et de marche. Quand on voit le plastrage est très avancé, ils sont rendus presque au primer. L'autre photo, on voit à gauche espace pavé. Donc, le pavé est commencé du côté de la rue de l'Arena vers l'entrée principale. On voit la fenestration qui donne sur le lac également, qui est terminée, et le bout de pavé qui est là. Et également notre fameuse tour de 7 étages qui est presque terminée. Il reste toutes les vitres à mettre dessus, mais qui a une vue exceptionnelle en haut présentement. Fait que ça fait le tour des projets. J'aimerais ça avoir, Danny, une précision sur les budgets d'imprévus, comment on note, comment il est dépensé présentement? Présentement, autorisé, dépensé, on doit être rendu à peu près 175 000. Sur?
Sur 600 000. OK. On est dans la fin du projet. Donc, en termes de mauvaises surprises, là, on commence à être assuré. Là. On est plus en contrôle, oui. On est en contrôle. Juste peut-être ajouter, Danny, c'est sûr que présentement, là, tu as fait état là, que le mois de juillet arrivait rapidement avec la construction. C'est certain que depuis le début, on dit toujours le constructeur peut faire des choses, peut mettre du temps supplémentaire, peut mettre des gens, ajouter des gens, là, puis on ne contrôle pas ce bout-là. Fait que présentement, ce qu'on vous dit, c'est que les pancartes du mois de juin, c'est sûr que ça finira pas au mois de juin. On espère le mois de juillet, mais réalistement, on est rendu début août. Hein? On ne fera pas de cachette, là. C'est vers ça qu'on s'en va. C'est sûr que présentement, ce qui est quand même important de le mentionner, c'est que ces retards-là occasionnent pas des débordements de coûts. C'était pour ça ma première question. Fait que malgré le fait qu'on finit avec un certain délai, qu'on aurait souhaité le livrer à la date prévue, quand même, ça occasionne pas là, de coûts supplémentaires. Fait que ça, c'est quand même, je voulais le préciser. Fait que ça ferait le tour pour la séance. Marie-France, je ne sais pas s'il y avait des questions écrites. Tu me fais signe que oui. Il y en a une, puis ça a justement un rapport avec le CCR. Oui. Je vous la lirai directement. Oui. Question de Gaétan Ouellette. J'aimerais connaître... Bonjour. J'aimerais connaître la date, selon vous, à l'approche de la saison estivale, qu'il sera possible de monter, voir la vue en haut de la tour. Autant des citoyens de Témiscouata-sur-le-Lac que des personnes de l'extérieur aimeraient avoir une idée. Si l'échéancier est prolongé du CCR, y aura-t-il possibilité de rendre la tour disponible en toute sécurité? Merci. Gaétan Ouellette. Bien, je viens de le mentionner au niveau du délai, là. Puis là, bien, ça va être la technicalité légale. Tu pourras peut-être rajouter des points là-dessus, Chantal ou Danny. Mais selon moi, je pense que l'utilisation de la tour et tout ça, il faut vraiment qu'il y ait une autorisation, là, une acceptation finale des bâtiments. Effectivement. Donc, au niveau assurance et tout ça. Donc, on ne pourra pas arriver avec un chantier qui est en construction, qui n'est pas finalisé, des équipes de construction, puis donner un accès partiel à la tour parce qu'on veut, on le veut tout autant, là, nous autres aussi, donner accès à la tour pour cet été. Fait que je pense qu'il va falloir vraiment qu'on ait fini le projet, là, puis que tout soit accepté avant qu'on rouvre. Fait que je pense que c'est la réponse que je donnerais. Moi, je me trompe, là, Chantal, mais... C'est vraiment ça. C'est que tant et aussi longtemps que le projet n'est pas fini, c'est l'entrepreneur qui est, dans le fond, le propriétaire. C'est lui qui, dans le fond, est maître d'œuvre. Fait qu'on ne peut pas s'immiscer dans sa gestion ou dire on va utiliser des parties d'immeubles. C'est tout ou pas pantoute. Quand c'est terminé, il y a un livrable, il y a toute une job à faire au niveau de Danny dans les inspections. Puis quand on dit le OK, bien on dit le OK parce que le final est là. Parfait. Ce que je peux faire, je peux rajouter. J'ai pris une vidéo de la dernière étage que je pourrais te donner à Marie-France, qu'on mettrait sur notre site Internet. Ah oui. Oui, c'est sûr que la demande était vraiment de monter dans le tour. Non, mais je sais, mais pour combler au moins, pallier cette demande. On va voir à quoi s'attendre quand on monte en haut, mais je pense qu'au niveau, effectivement, d'assurance, c'est de s'assurer justement que les bâtiments nous appartiennent puis que nos assureurs sont avisés. Là, ça va être vraiment la fin complète là, du projet. D'autres questions sur Internet? Sinon, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez vous présenter au micro. Bonsoir, mon nom est René Bilodeau. On a une résidence d'été au 24 chemin Pichette. Oui. Ça fait 42 ans qu'on vient ici. C'est pas parce qu'on aime ça, mais on vient. On vient pareil. Non, mais là, un premier point, la publicité qui s'est faite ce printemps sur le Témiscouata en général. En télévision, on voyait ça à Radio-Canada. Moi, j'étais estomaqué. C'était quoi? Félicitations. Je sais pas, c'est la MRC. La MRC, oui. Mais vous avez probablement participé à ça. On cotise à 27 du budget de la MRC. Bon. Alors, disons que... On a une partie de nous autres là-dedans. Ça, disons, je pense que ça va faire du bien aux touristes parce que tu parles à des gens. Oh, où t'as ton chalet? Où t'as ta maison de thé? Témiscouata, c'est où ça? Dans le Témiscamingue? Le monde ne connaisse pas ça. Mais là, avec ça, puis ils avaient mis des belles photos, puis tout ça. Chapeau. Avez-vous vu nos vidéos pour Témiscouata-sur-le-Lac? Oh, oui. On en a fait aussi pour notre ville, là. Oui. Disons, oui, quand minute qu'il y a quelque chose chez Témiscouata. Okay. Et puis, en plus, sur Facebook, il y a un Facebook, là, il y a quelqu'un qui met des photos
d'une façon journalière, là, les lever, coucher de soleil, puis tout ça. J'ai dit, au moins le monde, c'est chapeau là-dessus. Mon deuxième point, c'est, M. Dumont, vous avez touché à ça tantôt, au niveau des rives là, du lac Témiscouata. Et puis, moi, je trouve ça épouvantable. On trouve ça épouvantable à la minute qu'il y a des terrains qui se vendent sur le bord de la piste cyclable. OK? Les gens, là, ça déboise à pu finir. À la minute qu'ils ont eu le terrain. Là, je ne sais pas s'il y en a qui se sont promenés sur la piste cyclable là, depuis, disons, à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Là. Puis là, tu regardes le déboisement. C'est pas juste le déboisement à partir de son terrain jusqu'à la piste cyclable. On sait qu'il y a un 33 pieds là, qui existe hein, de chaque côté, qui n'appartient pas aux riverains. Et puis, tu en as là, qui ont fait là, couper des arbres. Là, je dis, ça n'a pas de maudit bon sens, excusez l'expression. Tu dis, putain, là, on parle d'aménagement, on parle de conservation, puis tout ça. Puis là, tu arrives là, qu'est-ce qui s'est passé là? Y a-t-il eu une tornade? Tu as des déblements, du coupage d'arbres, de 25-30 pieds de large pour avoir la vue sur le lac. Ouais. Mais moi, je ne comprends pas que lorsque le terrain est vendu, qu'il n'y ait pas une... Est-ce qu'il y a dit quelqu'un qui donne à ce nouveau propriétaire-là, écoute, là, pour le déboisement, du côté de la piste cyclable à l'eau au lac, il y a un règlement, c'est pas plus que tant de pieds. Je sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne. Bien, tu sais, au niveau de la réglementation, là, on a les mêmes inquiétudes que vous avez. Okay? Il y a des enjeux qui sont multiples par rapport au déboisement. Quand on parle d'érosion des berges, quand on parle des frayères de Touladi, quand on parle des fameuses algues, là, que ce soit les algues bleues ou etc., c'est tous des enjeux qui sont majeurs, qu'on voit là, sur d'autres lacs au Québec, puis qu'on n'a pas encore chez nous, mais qu'on se dit, si on continue à travailler comme ça, c'est des éléments qui peuvent arriver chez nous. Quand on a des terrains qui sont vendus, les gens, pour faire leur permis de construction, ils ont des demandes de permis à demander, il y a de la réglementation qui va leur être fournie, puis ils sont bien mis au fait des règles qu'ils ont respectées, qu'ils soient propriétaires ou locataires, parce que certains ont des droits d'accès pas au fleuve, mais au lac, comment on appelle, là, avec des servitudes. Donc, sont bien au fait. Nous autres, d'ailleurs, on a des contrats de servitude avec certains résidents au bord du lac sur lesquels c'est très, très bien spécifié que il y a les conditions là, de déboisement. Puis pour certains, ils n'ont pas le droit, là. Ils n'ont pas le droit du tout, là. Mais... Fait qu'une fois qu'on a dit ça, l'enjeu, c'est que évidemment, on ne peut pas avoir un inspecteur ou... puis ça se travaille en partenariat avec la MRC. Le dossier des bandes riveraines, la MRC travaille en partenariat avec les villes, vont émettre pas des certificats, mais des constats pas d'infraction, des constats d'infraction. Puis après ça, la ville va gérer ça. C'est sûr que... tu sais, un peu, la réglementation, elle existe. Hein? Passer sur une lumière rouge, là, on sait tout ça qu'on n'a pas le droit de passer sur une lumière rouge, puis on le sait qu'il y en a qui le font, puis il y a des amendes qui se donnent. Au niveau de la bande riveraine, là, vous n'avez pas à vous inquiéter, là, puis, tu sais, de prétendre que la Ville fait rien, c'est pas vrai. La Ville s'en inquiète, mais au niveau des, comment je pourrais dire, de l'impact de nos interventions, on a à se questionner. On a à se questionner comme Ville, puis on a à se questionner comme MRC. Là, présentement, on a à subir, je vous dirais, on profite de l'engouement des terrains chez nous. Hein. Il y a des gens qui viennent s'installer, puis on vous présentait des chiffres tantôt de ça, puis on se réjouit là, que des gens viennent s'installer chez nous, qu'ils se construisent des maisons, puis qu'ils participent au développement économique de notre ville, puis on se réjouit de ça. Mais c'est sûr que quand on voit ça, puis je peux vous le dire, j'ai dit à mes collègues au conseil, parce que je le fais une fois de temps en temps, vous parlez d'aller sur la piste cyclable, mais moi, je vous mets au défi de prendre une chaloupe, aller faire le tour du lac, c'est encore... je le sais, j'ai un bateau, je fais le tour du lac. Un peu flagrant. Non, fait que cette inquiétude-là, on l'a. On a des moyens dans la réglementation de la MRC en termes d'amende, en termes aussi de demande de remettre en état. Mais vous savez, quand on coupe un arbre de 2 pieds de diamètre, quand même que je leur demanderais de replanter un arbre, on s'entend qu'avant d'atteindre le 2 mètres de diamètre, il va y avoir une coupe d'années. Puis d'après moi, là, on ne sera plus là pour le voir à la grosseur qui était au début. Là. Fait que c'est tous ces enjeux-là qu'on a regardés parce qu'après ça,
Quand on émet un constat d'infraction, qu'on donne une amende, qu'on demande de mettre aux normes, bien là, c'est des dossiers aussi qui peuvent être judiciarisés. Donc, c'est tout ça les enjeux. Juste une chose, comme je vous disais, moi, ça fait au-dessus de 40 ans que je viens ici. J'en ai vu des aberrations tout le tour du lac, puis dans notre secteur, là, la rue Pichette, puis ainsi de suite, il y a eu un gros développement là-dessus. Puis c'est sûr, je comprends le monde, ils veulent avoir la vue sur le lac. Oui. Mais où qu'on peut trouver la réglementation de dire, tu te construis, OK, tu peux te construire, puis tu peux déboiser l'accès. C'est quoi la largeur? C'est quoi le règlement? 5 mètres. 5 mètres pour descendre à la piste cyclable? Ce qui se passe, hein? Non, mais comme je vous dis, Non, mais excusez-moi, là, on va continuer. Je vais être précis, moi, là-dedans. Là. Est-ce que c'est à partir du terrain du propriétaire, descendre à la piste cyclable, c'est 5 mètres? Non. Ben, parce qu'il y a une bande riveraine, là, puis si je ne me trompe pas, il y a des terrains qui ont été déboisés jusqu'à la piste cyclable, puis la piste cyclable ne les appartient pas. Là, Non, c'est ça. Il y a 33 pieds qui étaient, en principe. Il y a des espaces là, qui ont été déboisés qui n'appartiennent pas aux propriétaires de terrain. C'est clair, ça Mais, aussi. par contre, dans cette bande-là, il y a le droit de défricher 5 mètres. Je peux vérifier, là, mais les descentes de bateau, c'est... Pour avoir une vue, tu peux déboucher, couper quelques arbres, mais là, quand tu n'as c'est à 40 pieds de large, là, ça s'est fait dernièrement, là. C'est pas d'hier, là. On les connaît. Les gens qui restent à côté, puis le père et la fille, ils ont déboisé, là, c'est difficile. Quand même, quelqu'un qui achète un terrain de 250 000 là, quand même qui aurait 10 000 et 15 000 d'amende, il s'en fiche. Parce qu'il est capable de le payer. Quelqu'un qui achète un terrain de 250 000, c'est parce qu'il y a de l'argent. Alors, c'est pas une petite amende de 10 000, là. Me dit, il devrait tout refaire ça, parce qu'on en voit un, il est pas loin de chez nous. Bien, ça fait partie... C'est ça, une amende de 10 000, mais là, il est en train, il continue pareil. Ouais, ça fait partie des défis. Hein? Au niveau des sanctions, si à un moment donné, effectivement, les sanctions n'ont pas les effets escomptés de dissuasion, hein? C'est comme n'importe quoi. Là. Dans n'importe quelle législation, si les règlements ne sont pas dissuasifs suffisamment, ben les gens vont dire, regarde, moi, je vais payer l'amende, puis c'est pas plus grave que ça. Fait que ça, c'est un enjeu. Puis, ben il y a l'enjeu aussi, comme je vous dis, du constat, parce qu'à un moment donné, les gens, là, évidemment, ils n'appellent pas l'inspecteur pour dire « Hey, tu viens de voir, je vais couper des arbres, voir si je respecte les règlements. » Puis les règlements, l'enjeu, c'est est-ce qu'ils les connaissent? Moi, j'aurais la prétention de dire oui, ils les connaissent. Puis, ben il y a une exagération par rapport à ça. Fait que cet enjeu-là, on est très, très au fait. Puis, tu sais, quand on regarde, il n'y a pas tellement longtemps, je regardais un reportage sur la Semaine verte, un lac, là, quelque part, dans le coin de Québec, là, où les riverains étaient complètement là, dans les algues. Le bateau était complètement dans les algues, là, donc il ne pouvait pas bénéficier là, du lac. Ben, c'est cette sensibilisation-là là, qu'on espère qu'à un moment donné, va nous accompagner puis nous aider. Là. Excusez-moi, lorsque quelqu'un, si je me jette un autre terrain un petit peu plus loin, est-ce que, là, dire, ben OK, là, avant de passer chez le notaire, faut que tu y ailles à la ville, ils vont te donner un document où il y a un pamphlet qui dit que, voici, là, tu t'achètes un terrain, OK, de 30 pieds carrés ou de mètres carrés, puis voici le déboisement, c'est 15 mètres. Chantal, as-tu des précisions là-dessus? Bien, quand quelqu'un demande un permis, nos urbanistes vont toujours expliquer le règlement de contrôle intérimaire, qu'est-ce qu'ils doivent respecter. Okay? C'est plutôt rare, puis je ne veux pas parler de bonne foi puis de mauvaise foi, là, mais la plupart des gens qui savent qu'ils ne doivent pas couper, puis ils coupent quand même parce que c'est la vue à tout prix. Mais moi, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que ce qu'on est en train de regarder, peut-être que ça va amener aussi des changements dans notre réglementation, peut-être celle de la MRC, c'est que de plus en plus, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a plus une question d'argent. Tu remets en état. Fait que quand on parle de l'arbre qui a peut-être 2 pieds de souche, non, je sais, j'en ai vu. Le 2 pieds, il est dur à trouver. Mais un arbre, là, à 400-500 de l'arbre, ça existe gros comme ça. Oui, madame. Bien, rendu là, on les fera planter, ces arbres-là. Mais là, je suis déjà venu à une assemblée il y a quelques années, puis j'en ai parlé de ça. Puis moi-même, à un moment donné, on voulait se faire une petite descente au lac. OK, moi, j'étais en face de l'île, puis quand on a acheté, il n'y avait pas de bois. Bien, c'est juste des arbustes. Bon, j'ai appelé, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Ah, bien là, appelé à la MRC. C'est un M. Bergeron qui était là à cette époque-là.
Oui, monsieur, vous pouvez faire ça, peut-être ci, peut-être ça, mais je vais venir vous voir quand que la pelle mécanique va être là, puis tout ça. Fait qu'on a fait faire une petite descente, le monsieur était là, puis tout ça, on a tout fait, OK, dans les règles de l'art. Un mois et demi après, je reçois une lettre de M. Bergeron me donnant la liste des arbustes à replanter. OK? Il me l'avait dit. Il dit, je vais vous envoyer une lettre avec les arbustes à replanter dans le talus pour soutenir tout ça. Parfait, monsieur. Envoyez-moi ça, puis je vais le faire. Quand j'ai reçu la lettre, je suis allé, puis il me donnait les noms des arbustes. Je suis allé à Pépinière, j'ai acheté peut-être 150 pièces d'arbres, puis je les ai plantés parce que je voulais conserver les rives puis du lac, puis conserver la bonne eau, que tu es debout de même, puis tu te vois les pieds. Mais là, tu te dis, ça fait des années que ça se passe de même, que je sais pas. Comment ça marche? Moi, j'ai eu une réponse de quelqu'un qui travaille... Excusez-moi si je vous coupe la parole, je m'emporte un peu. Il dit, écoutez, si on donne trop d'informations au client qui veut acheter un terrain, puis dire, voici les règles du jeu, mon pit, c'est 5 mètres, puis c'est 5 mètres au bord de la piste cyclable à descendre jusqu'au lac. Le gars, il ne vendra pas le terrain. M. Bilodeau, c'est ça? Oui. Bon. D'abord, l'exemple que vous donnez, il y a quand même un suivi par la personne qui est en poste. S'il vous a donné la liste des arbustes à refaire, fait qu'il y a quand même du travail qui se fait. Faut pas, faut pas mélanger les affaires. Moi, je suis pas nous, la ville, je suis pas un vendeur. Je suis pas un vendeur de terrain. Là. Ce que les vendeurs de terrain font, moi, j'ai pas beaucoup d'emprise là-dessus. C'est comme un vendeur itinérant. Là. S'il vous vend des balayeuses, il peut vous dire n'importe quoi sur sa balayeuse. Je sais. Puis ça, je dis pas que nos vendeurs de terrain disent n'importe quoi. Il faut faire attention aussi. Les enjeux, on les connaît. Malheureusement, on les constate aussi. Puis il faut travailler avec les moyens qu'on a. Présentement, on a des réglementations, ce que Chantal mentionne, puis je pense qu'au Conseil, que ce soit l'ensemble des conseillers, on est préoccupés par ce dossier-là. C'est sûr que s'il faut rajouter du mordant à nos réglementations, à notre réglementation, on va le faire. Les suivis de ces dossiers-là, présentement, je sais qu'il y a des rencontres de prévues. J'ai parlé avec Chantal ce matin. Là, j'ai dit, c'est pas une rencontre, un téléphone. J'ai dit, je veux être avec Serge Pelletier, le préfet. Je veux être avec M. Lehoux, qui est notre urbanisme, Alain MRC, Chantal, moi, nos inspecteurs, puis je vais voir comment on travaille le dossier. Puis c'est avec des commentaires comme ça, des malaises. Vous savez, des gens, pour changer, à un moment donné, il faut qu'ils vivent des malaises. C'est des malaises, à un moment donné, c'est des voisins. Vous allez des voisins de ces gens-là. J'imagine que dans le voisinage, ça sera peut-être pas super bien vu. Mais tu sais, c'est tout ça, la réalité. C'est l'ensemble de tout ça. On a de l'emprise, on a du pouvoir sur ce qu'on peut. Est-ce que c'est assez? Bien, possiblement pas, parce qu'on n'y arrive pas à le faire respecter comme on voudrait. Mais juste, madame, parce que là, je veux pas l'échapper si on... Puis la période de questions, puis vous comprends, M. Bilodeau, je vais vous laisser peut-être un dernier commentaire, mais rapidement, parce que c'est vraiment une période de questions. Je pense qu'on vous a présenté où ce qu'on en était dans le dossier. C'est peut-être insatisfaisant, mais je vais vous demander de conclure, par exemple. OK. Juste pour ma conclusion, est-ce que ça serait pas possible dans le petit journal local, d'émettre les règlements, OK? Là, tout le monde reçoit ce journal-là, OK? Que ce soit les résidents permanents ou saisonniers, mais OK, d'accord, il y a un pourcentage qui ne le lit pas. Mais répétez ça tranquillement, dans plusieurs mois dans l'année. Voici les règlements concernant, si on veut conserver notre lac, puis ainsi de suite. Bon, c'est 5 pieds, c'est 5 mètres, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis vous devez demander, avant de faire quoi que ce soit, appeler à la ville, voici comment faire, les numéros de téléphone, peut-être si... Tu sais, je veux dire, là, le gars, il pourra pas, ou la personne ne pourra pas dire, je le savais pas. Écoute, là, on l'a publié. Vous avez des babillards ici à l'Hôtel de Ville, quand on rentre, là, de toutes sortes de choses. Il me semble d'afficher ça là, puis de faire une grosse affaire publicitaire pour le lac. Ça prend pas grand-chose qu'à un moment donné, que ça vire de bord. Absolument. OK. Juste un dernier petit point. Une question? Hein? Une question, oui. Est-ce que c'est possible sur le chemin de l'île, OK, puis il y a le chemin Pichette qui passe en bas.
Ben, chemin du lac en haut, chemin de l'île, puis après ça, quand tu continues, il devient chemin Pichette. Chemin Pichette redevient chemin de l'île. Là, en arrière, OK, c'est pas construit, rien, ça. Là, ça fait des années qu'il y a des camions, puis qu'il y a des camions, puis qu'il y a des camions, puis ils n'empruntent pas le chemin de l'île. C'est pas habité, là. Pourquoi que les camions ne pourraient pas passer? Moi, je demande ça tout simplement parce que les voisins, on s'en parle. Puis tu dis, ça a-tu du bon sens? La poussière, tu sais, quand c'est sec l'été, puis tout ça, la poussière, puis voyons donc, puis le bruit, puis tout ça. J'ai dit, ils peuvent passer par en arrière, ils arrivent au bout, il y a un stop à faire, par exemple. OK, le gars va être obligé de faire son stop avant de rembarquer sur le chemin de l'île, puis s'en aller au bout pour livrer son stock. Mais, tu sais, je veux dire, ça éviterait tout le monde qui habite sur le chemin Pichette. Je sais pas, ça serait un petit plus. S'il vous plaît, merci de votre écoute. Parfait, M. Bilodeau. Je le prends en note, je regarderai le suivi avec Chantal pour ce point-là. Comment? Non, on peut mettre une pancarte véhicule lourd, s'il vous plaît, papa. D'autres questions sur Internet, Chantal? Non, aucune. Facebook. Dans la salle, d'autres questions? Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Gaston. J'aurais une petite demande à la municipalité. On a une marina qui est en train de se transformer un peu. Oui. Station de gaz pour les bateaux, tout ça, le kiosque est relocalisé. On s'aperçoit qu'au quai fédéral, à la droite du quai fédéral, il y a beaucoup de gens qui droppent le bateau là. Ça serait-il possible de mettre 2 blocs de béton pour empêcher ces gens-là de dropper le bateau là? On a une descente publique qui l'utilise. Si vous n'en mettez pas, je vais aller en mettre. Parce qu'il y a toujours 2, 3 camions avec le trailer qui sont parqués là, puis ils se droppent là le matin ou en fin de journée, à côté du quai fédéral. Parce qu'il y a une belle petite descente, fait que les gens vont là. Ça serait une demande que j'aurais de ma part. Puis, j'ai une petite question à M. Morin. Quand vous dites qu'il y avait des imprévus pour 175 000, en gros, ça serait quoi, à peu près? Ah, il y a plusieurs choses, là. Il y a des petites affaires à 5 000, un dock qui manquait, des toilettes, une lumière, un ajout. C'est des imprévus, c'est des demandes de la ville qui vous avez demandé ou des oublis? Des oublis. OK. Une demande de la ville, un petit peu, mais il n'y en a pas beaucoup. OK. Puis, souvent, c'est la coordination entre les plans. Je veux dire, en mécanique, architecture, BIM passe, il n'était pas capé, puis on voyait un plafond, mais là... OK. Demande de coordination. Et puis, lors des travaux, il n'y avait pas eu au départ des dates de livraison de prévues? Oui. Puis, il n'y avait pas eu de question d'amende? Oui. Et puis? On va être là-dedans. OK. Parce que les dates au départ de prévues, c'était fin juin? Non. Ben, c'est juin 2022. Là, je peux répondre là-dessus. Ça a toujours été dit. Là, dans le contrat de nos 2 infrastructures, il y a des infractions ou des montants qui sont prévus par jour de retard dans le projet. Fait que ça, à la fin de réalisation du projet, ça fait partie de la conclusion du projet, là, qu'on s'entende sur, ben écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a des délais, comme l'acceptation des travaux. Donc, si les travaux, il faut que ce soit à notre convenance, là, selon les plans et devis, entre autres. Il y a des déficiences qu'on appelle c'est ça. Puis que les ajustements, fait que les sommes qui sont prévues pour les jours de retard vont être appliquées. Ça a été toujours établi des sommes au départ? Oui, il y a des sommes. OK. Ils sont dans l'appel d'offres. Ça va être rendu public? Bien, c'est dans l'appel d'offres, c'est déjà public. C'est public. Oui, je ne me souviens pas les montants qui étaient alloués là, pour les journées de retard. 1 500 $ par jour. 1 500 $ par jour? OK. Ça va quand même faire un bon montant. Oui. Mais ce n'est pas... Mais l'autre chose, c'est que c'est pas limitatif. C'est pas? C'est pas limitatif. En fin de compte, il y a 2 choses. Il y a les pénalités établi 1 500 $, mais il y a un autre article sur les dommages. Donc, si on a des dommages en conséquence des retards, il peut y avoir également des montants attribuables. Okay. Comme des montants honoraires supplémentaires des professionnels parce que ça a été tiré du côté de la ville. Donc, il y a des montants qui peuvent s'appliquer également. OK. Puis, une dernière question. L'ancienne station de pompage qui est dans le quartier Notre-Dame,
est-ce qu'elle est encore fonctionnelle? Est-ce que vous en servez encore? Non. Non. Elle n'est pas fonctionnelle. Les pompes ne sont pas fonctionnelles. OK. Fait que c'est pas question de se servir de ça. En fin de compte, il y a d'autres choses qui s'en viennent peut-être avec l'histoire des... Non, mais je me disais parce que le bâtiment est encore en dé. Bien, la station de pompage, si je ne me trompe pas, on parle sur le bord du lac en bas, à côté de la marina. Oui. C'est quand même un lieu où on va remplir des camions au niveau des pompiers, si je ne me trompe pas, là, quand même une certaine utilisation. Là. Pour nos pompiers. OK. Oui. Plutôt que de prendre l'eau potable, on a mieux aller là, c'est clair. Bon, ça serait bien de retaper le petit bâtiment un petit peu. Oui, de le laisser aller. La toiture est à veille de lâcher. Fait que c'est bien que vous gardez la barrière fermée. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que... Il y a encore du monde. Oui, il y a du monde qui a accès. Parfait. Merci. C'est beau? Oui. Bonsoir. Lors de la dernière réunion chez nous au mois de mars, on avait parlé des toilettes à la plage. Ça allait être prêt pour... cette année. En fin de compte, on est présentement en soumission. Pour le bloc sanitaire, vous parlez de plage, oui, on est en soumission. Les dépôts se font la semaine prochaine. Il n'y aura rien de fait cette année? Cette année, oui. On a demandé de commencer les travaux. De toute façon, il faut regarder le conseil. Est-ce qu'on va avoir un entrepreneur? Est-ce qu'on est dans les montants estimés? S'il ne commence pas là, il peut commencer à l'automne, mais il faut qu'il commence cette année pour finir cet automne. Mais pour les vacances, ça ne sera pas fait. Non. Commencer aujourd'hui, vous voyez les vacances de construction, tout ça, effectivement. Une autre affaire que j'avais un petit peu. Ah, l'histoire de Marina, y avait-tu juste la coop qui avait soumissionné pour avoir ça? On avait deux personnes d'intéressées, 2 groupes de personnes intéressées à faire la restauration à Marina. Là, j'ai une question, c'est pas que je t'en veux. Il y avait un contrat de 3 ans avec Danny. Va-tu continuer? Oui. On a une nouvelle organisation de travail. Danny devrait éventuellement être officiellement directeur des travaux publics et des infrastructures. OK. Mais tu sais, là, j'en fais... Est-ce que vous voulez m'engager, quoi? Non, Quand je salue le matin, je dis bonjour, monsieur le directeur. Il dit, je ne suis pas encore directeur. Quand tu seras directeur, là, j'arrête pas de monter. Je t'écœurerai pas, ça va être du bout de très Ça va me faire plaisir. D'autres questions? Sur Facebook? Rien d'autre. Ça fait le tour? Parfait. Donc, à 20h50 pour la levée de l'Assemblée proposée par? Rémi Dumont. Merci. Appuyez. Marianne Cyr-Paradis. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée, belle fin de soirée. Juste vous mentionner en quittant que vous allez être au bon soin de M. André Brault pour la séance du mois de juillet. Je vais être en vacances. M. Brault va assumer son rôle de pro-maire à l'animation de la séance publique. Fait qu'on s'est rencontrés tout à l'heure. Donc, il sera avec vous pour faire la présentation de la prochaine séance. Merci beaucoup tout le monde. Bonnes vacances. On se revoit au mois d'août dans mon cas. Merci beaucoup. Bye-bye.